elle, elle, et tu peux prendre une motoneige, et alors là c'est le pompon. Là tu prends le méga jackpot. La motoneige, attention, je parle pas de la séquence super scriptée à la Call of qui se déroule un petit peu après, où on est obligé de se servir d'une motoneige, où on a une course-poursuite, où là le maniement est correct. Hein. Bon, c'est super moche, c'est un pompage de Modern Warfare 1 ou 2, je sais plus, mais ça va, bon, c'est une course-poursuite comme avec la Jeep ou l'avion ou n'importe quoi d'autre. Mais, faut savoir que quand on est dans l'environnement enneigé, il y a des ennemis qui nous attaquent avec leur motoneige et on peut leur prendre. Mais alors le maniement, sans déconner, on va plus vite à pied, quoi. Tellement que c'est incontrôlable. Ces motoneiges sont incontrôlables. C'est un truc de fou. J'en suis servi 30 secondes avant de comprendre que c'était une bousasse absolue, ce truc. Donc j'ai arrêté et j'ai continué à pied. Mais vous voyez, c'est encore un truc qui est difficilement compréhensible, quoi. Qui a pas du tout été maîtrisé. T'as l'impression qu'ils ont fait ça. Tu ne peux pas comprendre. Ça fait encore partie des choses que tu ne comprends pas. Putain, la phase de la neige avec Jake. Si encore c'était beau, je veux bien. Mais c'est moche. Cette phase est moche. La neige est moche. La tempête de neige est moche. Et on n'y voit pas à 10 mètres. C'est assez incompréhensible de la part de Capcom même. Sans déconner. Hein. Quand tu vois que Lost Planet, l'un des premiers jeux de cette génération de consoles, d'accord, qui a dû sortir en 2006 hein, ou 2007, enfin c'est très 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 tôt, mais sans déconner, qui était dans un environnement enneigé, eh bien, il était plus beau que ce qu'on voit là. Lost Planet, un jeu qui date de 6 ans. Voilà, c'est... Tu peux pas comprendre, tu ne comprends pas, une fois de plus, tu ne comprends pas. Et voilà, il y a plein de phases comme ça, c'est... Wow, quoi. Wow, wow, wow. Par contre, j'ai bien aimé la phase, le début, par exemple. Mais en fait, vous voyez, ça dépend. Il y a vraiment, ce jeu, c'est vraiment en dents de scie. Il y a des séquences que j'ai appréciées, que j'ai aimé faire, et d'autres que j'ai détestées. C'est voilà. Si je reprends l'exemple de la campagne de Jake et de Sherry, j'ai bien aimé le coup de l'environnement du, je sais plus quand c'est, enfin, qui ressemble à Mirror's Edge. Voilà, où c'est là où on se rend compte que Jake a ses vrais pouvoirs, parce qu'évidemment c'est le fils de Wesker, hein, comme vous le savez. Donc en fait il peut faire des, comment dire, des attaques au cac plus puissantes que les autres personnages. Et je trouve qu'il a vraiment un style vachement classe, quoi, voilà. Il a le style, tout simplement. Et ça le fait, quoi. Quand on fait les attaques, on se concentre là comme ça, dans un style kung-fu, pour donner des coups, on peut vraiment se prendre pour Bruce Lee, quoi. Et ça le fait, vous voyez. Voilà, ça le fait. Et c'est là où tu te vois encore une fois que putain, il a eu un gros boulot, quoi. Avec une animation qui est quand même superbement bien détaillée et tout. Wow, ça fonctionne. Ça fonctionne. Et t'as d'autres séquences dans cette campagne qui sont bonnes également. Je veux dire, où tu t'amuses, où c'est sympa. Mais à côté de ça, t'en as d'autres où tu vas te faire chier, quoi. C'est ça. Pour une heure où tu vas t'amuser, mais juste après, tu auras une heure où tu vas te faire chier. Où ça va être des fusillades à 2 balles, du gameplay inintéressant, des gunfights moisis. Voilà. C'est ça le problème de ce RE6 aussi, quoi. Voilà, avec le scénario et les personnages et tout, mais ça aussi c'est le problème, c'est la progression du jeu qui n'est pas constante, qui est certes rythmée, mais qui est mal rythmée, parce que tu as des séquences qui sont vraiment mais pénibles à jouer et énervantes. Les QTE, je vous ai pas parlé des QTE. Moi, disons que de base, j'ai pas forcément quelque chose contre les QTE. Putain, attendez, je me rends compte que j'ai la voix qui commence à partir en couille. Petit coup d'eau. Ah putain, ça va être dur. Je devrais faire une pause. Putain, je commence à plus avoir de voix. Je devrais faire une pause, mais j'ai envie d'en finir. Tout faire d'un seul coup. Les QTE. Il y en a trop. Il y en a trop. Et surtout, il y en a pour tout et n'importe quoi. Voilà. Alors, des QTE, quand on se fait choper par un zombie et qu'il faut bouger le joystick pour s'en dépêtrer, je veux bien. Je veux bien, c'est normal, c'est dans l'ordre des choses. Ça me choque pas, ça me dérange pas. Voilà, on n'avait qu'à pas se faire choper par le zombie. Hein. C'est normal, hein. On est pénalisé. Le QTE, c'est notre sanction. Ça me choque pas. Mais quand t'as des QTE pour ouvrir des portes, par exemple, ben non, excuse-moi quoi, un QTE pour ouvrir une porte?
Non merci, je n'en ai pas envie. Ce n'est pas fun. Ils le savent pas chez Capcom. Alors faut leur dire. Faut leur expliquer ça. Quand t'as des QTE... Ah oui, les QTE ultra rapides. Ce que j'ai appelé les QTE éclairs. C'est les QTE que tu ne peux pas passer. À part si tu t'appelles Flash. Je sais pas, si tu t'appelles Superman, tu peux peut-être réussir à les faire du premier coup. Mais sinon tu peux pas. Moi en tout cas, je ne peux pas. C'est des QTE, ça te demande juste d'appuyer sur une touche. Généralement c'est juste le bouton A d'ailleurs. Mais tu as vraiment une fraction de seconde. T'as même pas une seconde pour appuyer. Donc le temps que ça s'affiche à l'écran et que tu appuies, eh ben non. C'est-à-dire que tu vois ce qu'il faut faire, ok? Le signal il va à ton cerveau. Et le signal de ton cerveau il passe dans ton corps, puis dans ton bras, puis ton avant-bras, puis ta main, puis ton pouce. Et c'est trop tard. C'est trop tard. Le temps que le signal arrive à ton pouce, le QTE est terminé, tu meurs, c'est fini. Tu dois te retaper la séquence. Et ensuite évidemment tu y arrives, parce que tu sais qu'elle est au moment, là, tu sais à quel moment précis elle est, tu t'apprêtes à appuyer sur le bouton A, et là tu y arrives. Et encore, des fois, même là tu réussis à te planter. C'est quoi cette idée? Qu'est-ce que c'est que cette idée des QTE éclairs? Ça n'a aucun sens. C'est inutile, ça nous oblige à mourir. C'est le genre de truc que tu peux pas comprendre. Bah non, tu peux pas comprendre, voilà. Mais donc voilà, les QTE, c'est... Non, c'est lourd, il y en a trop, il y en a trop. Dans la campagne de Léon, je m'étais pas trop fait la réflexion, ça m'a pas trop gavé. Mais alors après, avec Chris, avec Jake, avec Aida, non, il y en a trop, il y en a trop. Pour tout et n'importe quoi. Stop les QTE, les mecs. Stop les QTE, voilà. Moi j'aimais bien ça dans Shenmue, mais voilà, quoi, c'est bon. Les temps changent, c'est bon. On n'est plus en 99, quoi, faut arrêter un moment. Bon, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre sur cette putain de feuille? Ah putain, oui, ah, mais il y a ça, tiens. Ah, je voulais vous en parler au début de ça. Ça m'énerve de faire des vidéos pourries comme ça. Enfin, c'est pas grave. C'est la vie, les enfants, on s'en remettra, hein. Ouais, je voulais vous en parler au début. C'est le champ de vision. Ouais, effectivement. Alors, le champ de vision, je vais essayer de vous expliquer. Attendez, je vais changer de position là parce que... Je suis comme ça depuis tout à l'heure et ouf, je commence à avoir des crampes. Alors on va se mettre comme ça, un petit peu mieux. Voilà, on va se la mettre, on va se la jouer à la cool. Hop là, je prends ma feuille ici. On se met comme ça. Voilà, là on est bien installé. On va se la mettre à la cool. Alors, on va s'installer à la cool. Qu'est-ce que je disais? Oui, le champ de vision. Alors, je vous explique. Donc, le champ de vision, c'est tout simplement ce que l'on voit à l'écran. Il est super réduit. Voilà. Alors, je vais pas en parler plus que ça, vous l'avez vu. C'est-à-dire que non seulement le personnage, il prend un quart de l'écran, il est beaucoup trop gros, la caméra est trop proche du personnage, mais en plus de ça, le champ de vision est vraiment réduit. C'est-à-dire que, je sais pas, on doit avoir un champ de vision de quelque chose comme 90 degrés. Alors que si tu prends un Gears of War, c'est plus de l'ordre du 150-160 degrés. Et je vous dis ça à vue de nez, hein. C'est au pif que je dis ça, mais voilà. Dans Gears of War, qui est aussi un TPS et qui est un jeu, une série que je connais très bien aussi, tu n'avais pas tout le temps à bouger la caméra quand tu veux voir, quand tu veux visiter l'environnement. Non, t'as juste... Tu arrives dans un environnement, l'environnement tu le vois. Tu n'as pas tout le temps bougé la caméra. Eh bien, pas dans ce RE6. Parce que le champ de vision est tellement réduit que tout le temps tu dois bouger la caméra dans tous les sens. Par exemple, quand tu veux retrouver les emblèmes. Donc les emblèmes, ce sont des objets qui se cachent dans les décors du jeu. Je crois qu'il y en a 90 en tout à découvrir. Et ça permet de débloquer des dossiers pour en apprendre plus sur le scénario dans les options du jeu. Mais donc du coup ça t'oblige à vraiment bien scruter les décors. Mais sérieusement ça te donne mal à la tête. Moi je vais vous dire, j'étais obligé de reculer ma télé. Parce que j'étais trop proche. Je l'ai reculé de 40 cm. D'accord? Alors que même quand je joue à des jeux, oui, sur ma TV HD, eh bien je n'ai pas à faire ça. Pourtant, je vous parle bien de la Wii, qui n'est pas HD. Donc ça pique les yeux. Eh bien là, pour moi ça a été pire, ça me donnait envie de vomir. Le fait que je sois tout le temps obligé de bouger la caméra dans tous les sens, surtout
Ensuite, on s'habitue. Mais au début, avec Léon, c'est aussi pour ça que j'ai failli arrêter le jeu dès le départ avec Léon. Hein, parce que, encore une fois, j'arrêtais pas de crever. Je trouvais ça pourri. Et en plus de ça, même le champ de vision, je ne voyais rien. Et puis en plus, ça, c'était sombre. Voilà. En plus de ça, le début du jeu est super sombre. T'y vois rien, même avec la luminosité au maximum. C'est un truc de dingo. Enfin bref. Encore un fail de Capcom, on n'y peut rien. Hein. Décidément, nous n'y pouvons rien. Et donc voilà, tout ça pour dire que ouais, pour moi la caméra est beaucoup trop proche du perso et surtout on n'y voit pas assez sur les côtés. Alors, c'est un mauvais point, mais, ça permet quand même d'avoir quelque chose de positif, c'est que on se fait plus facilement surprendre du coup par les zombies, forcément, parce qu'on ne voit pas ce qui se passe sur le côté. C'est un petit peu comme si on avait des œillères, vous voyez. Donc si un zombie qui arrive à droite ou à gauche et qu'on n'a pas, on peut se faire choper. Donc c'est pour ça qu'il faut toujours être sur le qui-vive quand même, et qu'il faut toujours vraiment regarder et toujours bouger la caméra en permanence. Mais moi, sérieusement, ça m'a gavé, quoi. Ça donne la migraine de faire ça. Vraiment. Au début, je m'étais même dit que ça devait être la résolution qui était trop faible. Je m'étais dit, mais attendez, mais ce jeu il est en 640 sur 480 ou quoi? Mais non, non, c'est pas ça. La résolution elle est normale. C'est que la caméra est beaucoup trop rapprochée. C'est un petit peu comme si on voyait à travers un zoom. Vous voyez? Un petit peu comme si on jouait à travers le zoom d'un sniper. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça. Voilà, c'est pas normal, c'est pas normal. D'ailleurs, dans le patch que Capcom vont nous proposer en décembre, eh bien on pourra mettre la caméra plus loin. Et du coup, on aura un champ de vision élargi. Mais pourquoi ils l'ont pas fait avant? Sans déconner, 650 personnes qui bossent sur ce jeu depuis 1 an et demi, et personne n'a vu ça. je sais pas, personne n'a vu. Est-ce que vous avez une explication à ça? Est-ce que vous trouvez ça normal qu'il faille attendre un patch 3 mois après la sortie du jeu pour qu'enfin on puisse avoir un champ de vision plus élevé? Voilà. C'est encore quelque chose, pour moi, d'inexplicable. C'est inexplicable, c'est incompréhensible. C'est inexplicable. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Bon, ça c'est une connerie. On s'en fout. L'IA, alors je n'ai pas trop parlé d'IA. Ah putain, il y a deux trucs par contre qu'il faut que je vous parle et c'est des bons points. C'est le gameplay et le bestiaire. Putain, mais combien de temps va durer cette vidéo? C'est un truc de dingue. Donc le gameplay et le bestiaire, ça je pense qu'on y viendra juste après. Donc d'abord l'IA. Donc l'IA de notre bot, donc de notre partenaire, puisqu'on est obligé de faire le jeu avec un bot, quand on joue en solo en tout cas, elle est pas mal. Sauf les fois où on doit l'attendre quand on est devant une porte, parce qu'on est obligé d'ouvrir toutes les portes du jeu à deux. C'est des choses que je ne comprendrai jamais. Il y a un autre truc d'ailleurs qui m'énerve vraiment, c'est les couloirs qui ne servent à rien. C'est-à-dire que, et c'est pas une ou deux fois, c'est plusieurs dizaines de fois hein, qu'il y a cette bizarrerie, j'ai envie de dire. Je m'explique. À des moments, on va ouvrir une porte, et en fait, derrière cette porte, il ne va y avoir qu'un couloir. Un couloir qui peut faire 10 mètres, qui peut faire jusqu'à 50 mètres, mais où il n'y a rien. Des fois, t'as même pas d'objet. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'ennemi, il n'y a pas d'objet. Je sais pas, c'est juste pour voir le décor. Sauf que c'est moche, évidemment. Sauf que, tu comprends pas. Donc, tu passes la porte. Si encore c'était un temps de chargement camouflé, je comprendrais. Mais là, même pas. Tu es là, donc tu t'attends à ce qu'il y ait, je sais pas, soit un boss, soit des zombies qui vont arriver, ou soit qu'il y a un objet à récupérer, sauf qu'il n'y a rien. Il n'y a rien. Tu passes 5 minutes là-dedans à te demander ce que c'était, pourquoi tu es là, et puis tu as une autre porte au fond, tu la passes, et puis là tu continues le jeu. Et bien ça, tu as une dizaine de séquences comme ça. Une dizaine. Une dizaine. Là aussi, c'est inexplicable. C'est le genre de truc que tu comprends pas. Et ça aussi, ça, comment dire, c'est aussi pour ça qu'à force on se dit, mais putain, on en a marre de ce jeu-là. Attendez, ça fait 10 fois qu'il me fait le coup. Je passe une porte, j'arrive dans un environnement tout moche où il n'y a rien, et je passe une autre porte, et des fois, même en repassant l'autre porte, mais t'as encore rien du tout. Et tu dois attendre, tu dois repasser l'autre porte pour que t'aies d'autres ennemis qui arrivent. Sans déconner, je sais pas, tu comprends pas. Une fois de plus, incompréhensible. Peut-être qu'ils avaient oublié de mettre des ennemis, ou peut-être qu'ils avaient oublié de mettre des items. Tu sais pas, tu comprends pas, t'as pas compris.
Voilà. Mais en tout cas, donc l'IA de notre bot, elle est plutôt pas mal, elle vise correctement. Par contre, on peut pas s'en servir comme d'une banque, hein, parce qu'il n'y a plus d'interaction avec le bot. On peut pas lui demander de prendre des munitions ou de prendre ou de nous donner quelque chose. Non, non, ça c'est fini. Et même quand on joue, et ça c'est une grosse connerie, quand on joue avec un pote à nous, on peut pas le faire non plus. Alors que dans le 5, il me semble bien qu'on pouvait ça, si je me trompe pas. Je crois bien que oui. Là, on peut pas. On peut pas s'échanger des trucs. C'est con quand même. C'est bizarre. Je sais pas. Je sais pas, j'ai pas compris. On dirait une régression là. Donc je sais pas. Ils devaient bien avoir leur. Je sais pas. J'ai pas compris non. Ouais, c'est bizarre. Enfin, en tout cas, sinon, mis à part ça, l'IA est plutôt bonne. Bon, voilà, il tire sur les ennemis, il sera jamais en manque de munitions. Il peut pas mourir aussi. Voilà. Alors qu'il me semble bien que dans le 5, Shiva pouvait crever. Là, notre bot ne peut pas mourir. Donc vous pouvez vraiment vous pouvez le laisser seul dans son coin avec 10 zombies sur lui. Alors oui, il se mettra à terre, mais il finira toujours par revivre. Hein. J'ai envie de dire casualisation, casualisation, casualisation. Ouais, il faut au moins le dire 3 fois là, quand même. Alors, qu'est-ce que j'ai marqué d'autre ouais, non, ça c'est de la merde. Les énigmes, alors oui, les énigmes ça m'a fait rire. Parce que tu as quelques énigmes, mais tu sens qu'elles ont été mises là uniquement pour que les gros cons comme moi eh ben, soient contents. Mais sauf que ça se voit comme le nez au milieu du visage. Oh putain. Surtout quand t'es avec Ada. Avec Ada, à un moment, t'as une séquence d'énigmes, t'as 2 ou 3 énigmes à la filer. Mais ce n'est pas en fait cohérent, si vous voulez, avec le reste de l'aventure. C'est ça. Quand je vous parlais d'un manque d'homogénéité, ou un truc dans le genre, homogénéité, homogénéité. Ah, peut-être que ça existe. Hein. Faudra demander à Maître Capello, mais à mon avis, on doit pas être loin en tout cas. Bref, en tout cas que le jeu, on va dire, n'est pas... comment dire, n'est pas assez cohérent dans ses différentes phases de jeu. Eh bien, les énigmes, je trouve que c'est le bon exemple. Parce que oui, ils en ont mis. Il y en a quelques-unes qui sont même plutôt sympas. Sauf qu'elles sont mal intégrées. C'est-à-dire qu'on n'y croit pas. On n'y croit pas. Quand vous êtes dans le manoir de Resident Evil, vous y croyez. Parce que vous voyez que l'architecture a été faite pour ça. Je veux dire, je sais pas, moi, ça me parle. Mais là, non. Pas dans un truc comme ça. Là, on n'y croit pas. On sent que ces énigmes ont été mises, mais justement, pour faire un clin d'œil nostalgique aux anciens Resident Evil, et que les mecs qui voulaient ça, eh ben ils l'ont. Et comme ça, Capcom, ils peuvent dire, eh ben oh, tu voulais des énigmes? Eh ben t'en as, elles sont là. Oui, mais c'est pas comme ça qu'on les veut, monsieur Capcom. T'as l'impression qu'ils te jettent ça comme ça sur la table. Tiens, voilà une énigme. T'en veux une? Eh ben voilà une autre. Tiens, par là-bas. Non, 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 non. C'est pas ça un jeu vidéo, quoi. T'as l'impression que ce jeu, il a été fait... je sais pas, quoi. Il a été construit... je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais plus, je sais pas, je sais plus. Je sais plus, je sais plus. Enfin voilà, donc oui, il y a des énigmes qui sont plutôt pas mal. Enfin, plutôt pas mal. D'abord, il faut bien comprendre que dans l'inventaire, on ne peut plus, comme dans les anciens Resident Evil, comme dans les premiers, quand on récupère un objet, on va dire pour une énigme, il n'est plus dans l'inventaire. Dans l'inventaire, on n'a que les armes et les munitions, et les grenades, et les herbes. C'est tout. Et les sprays de premier secours. C'est tout. C'est tout. Dans l'inventaire, il n'y a que ça. Qui d'ailleurs est super limité. C'est vachement chiant, hein. Plusieurs fois, je me suis retrouvé avec trop de munitions sur moi, ou trop d'herbes, ou trop de sprays, ou trop de grenades, et donc je devais limite supprimer des trucs pour pouvoir prendre d'autres munitions. C'est énervant, quoi. Quel intérêt d'avoir limité l'inventaire à 6 ou 7 cases? Sans déconner, c'est juste frustrant pour le joueur, hein. Ça sert à rien, hein. Excusez-moi, quoi. Alors c'est soit tu joues comme moi, c'est-à-dire en gros tu fais l'écureuil, tu fais l'économe, mais alors c'est-à-dire que tu vas tellement être économe que tu vas te gâcher le plaisir du jeu, parce que tu vas toujours vouloir affronter les zombies au corps à corps, évidemment, pour ne pas utiliser tes munitions. Comme ça, tu sais que tu seras tranquille pour les boss. Et effectivement, moi j'ai toujours été tranquille pour les boss. Ou alors, l'autre technique, ben, c'est de foncer dans le tas
Sauf que là, du coup, bah, t'auras pas assez de munitions pour le boss. Alors comment on fait? Comment on joue? C'est soit tu t'amuses en fonçant dans le tas, mais tu seras dans la merde tout le temps parce que t'auras pas assez de munitions. Soit tu fais l'économe comme moi, mais tu vas te faire chier comme un rat mort du début à la fin. Parce que, bon, casser une caisse ou deux, ça va. Mais quand tu dois péter des centaines et des centaines de caisses qui ont toutes la même gueule pour qu'elles te filent des munitions ou des points d'habilité, par exemple, parle de ça aussi. Excusez-moi, c'est gavant quoi. Combien j'ai pété de caisses dans ce jeu? Combien de caisses? Je sais pas. J'ai arrêté de compter. Voilà, c'est pas amusant pour le joueur, tout simplement. C'est pas amusant pour le joueur. Qu'est-ce que je disais juste avant? Putain, qu'est-ce que j'ai mal à la gorge, attendez. C'est un truc de fou. Ça commence vraiment à me fatiguer. Ah putain, je suis dégoûté parce que je voulais moins vous parler du gameplay et du bestiaire, mais je vais vous en parler bien sûr, mais putain, je voulais pas que la vidéo dure 2 heures encore et c'est ce qu'elle dure et ça m'énerve. Encore une fois, je ne sais plus faire des vidéos courtes, c'est dingue. Je ne sais plus faire des vidéos courtes, ça c'est catastrophique. Ouais, donc ce que je vous disais pour les énigmes, juste pour finir avec ça, c'est que, oui, on a un inventaire, mais on ne peut plus mettre des objets dans l'inventaire, donc on ne peut plus les tourner pour déceler, on va dire, une inscription. Ça, c'est un truc que j'adorais dans les anciens Resident Evil, moi. Tu vas dans l'inventaire, genre tu récupères une clé ou une tablette, tu peux la retourner pour voir s'il n'y a pas une inscription. Ah, tu vois quelque chose, alors tu dis, ah, peut-être qu'il faut que je retourne à cet endroit. Bon, ben ça, vous vous doutez bien que c'est complètement fini. Non, maintenant, c'est la fuite en avant. Hein. Chaque décor que vous passez, vous ne pourrez jamais revenir en arrière. Quand vous passez une porte, c'est fini, quoi. Chaque décor, chaque environnement, chaque passage, chaque niveau, chaque map, tu les fais une fois. Tu le passes, tu vas ailleurs, tu continues. C'est... On ne reviendra plus jamais sur nos pas. Et donc, encore une fois, pour finir pour les énigmes, j'ai du mal, hein. Ce qui m'a fait rire, c'est qu'à un moment, on a une... C'est pas une énigme, mais... on doit ouvrir une porte. Et en fait, Léon dit ah, mais tiens, c'est vrai qu'on m'a donné une bague. Peut-être que ça fera l'affaire. Tiens, je vais voir si ça marche. Effectivement, ça marche. Il utilise la bague sur la porte. Et ça l'ouvre. Et là, je me suis dit ah, eh oui, ça c'est l'évolution. Voilà, c'est l'évolution. À l'époque, on n'aurait pas eu ça. À l'époque, on aurait eu la bague dans l'inventaire. Il aurait fallu l'inspecter. Il aurait fallu comprendre qu'il fallait prendre cette bague et l'incruster dans le truc. Maintenant, ça se fait automatiquement. Ça se fait via une cutscene, vous voyez. J'ai presque failli verser ma petite larmichette là, parce que c'est bel et bien la fin d'une époque, vous voyez. C'est comme ça. Quoi d'autre? Je vais pas parler des boss. Je trouve que la plupart sont ratés. Pourquoi? Parce que il faut généralement les bourriner, tout simplement. C'est les boss bourrinage. Voilà. Tu sais même pas. D'ailleurs, des fois, tu sais même pas si tu dois les bourriner ou pas, quoi. Des fois, t'es en face d'un boss et en fait, il fallait pas le tuer. C'est-à-dire que il fallait juste réussir, soit à esquiver ses attaques ou à tenir genre 5 minutes pour que la nouvelle séquence, tu vois, pour que ça y est, ma voix commence à partir en couille. Pour que la nouvelle séquence du boss s'actionne. Voilà. Sauf qu'on le sait pas. Donc parfois tu utilises toutes tes munitions dans la première phase du boss, tout en ne sachant pas qu'en fait tu ne lui fais pas de dégâts. Hein. Ensuite la séquence s'achève. Seconde séquence où là tu peux vraiment le toucher, sauf que tu as peu de munitions. C'est génial, hein. Voilà, encore le genre d'aberration qui existe et qui ne devrait pas exister dans RE6, quoi. C'est pas normal. C'est pas normal, c'est pas normal, c'est pas normal. Voilà, et beaucoup de boss, c'est ça. Généralement, les boss, c'est du bourrinage. Sauf les boss de fin des campagnes. Donc, je vais pas vous les dévoiler. Mais là, par contre, il faudra quand même une technique. Que ce soit le boss de fin de Léon ou de Chris, qui d'ailleurs est vachement bien fait, je trouve. Ouais. Peut-être que je vais vous spoiler un petit peu. Et de Jake, Jake, vous le savez, c'est le Stanak. C'est le Nemesis bis. Ouais, bon, qui revient encore et encore. C'est le Terminator. Ouais, bon, ça va bien 2 minutes, mais franchement, à la fin, c'est plus comique qu'autre chose, quoi. Les dernières phases avec le Ustanak, tu rigoles. T'es obligé de rigoler. Et puis en plus, tu le tues, je crois qu'on le tue d'une balle. Enfin, je veux dire, c'est... Je vous dis ça comme ça, mais voilà. Là,
J'y pense juste comme ça, je crois qu'on le tue d'une balle. Ouais, on le tue d'une balle. Durant tout le jeu, on le canarde à coups de lance-roquettes, à coups de bombes, à coups de grenades. Il se prend une grue de 200 tonnes sur la tête. Enfin, il lui arrive plein de trucs. On le fort. On le fort avec une foreuse complètement. Et au final, on le tue avec un revolver d'une balle. Mais tout est normal. Tout est normal, nous sommes dans Resident Evil 6, tout est logique, tout est cohérent les enfants. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Quand je vous dis que le scénario c'est un truc de dingo, c'est vraiment un truc de dingo quoi. On voit ça nulle part ailleurs. Il n'y a que les Japs pour faire ça, c'est certain. Qu'est-ce que... Ah oui c'est vrai que là, je voulais quand même vous parler de... Non, bon, je vous en parle une minute. J'ai trouvé juste le boss de fin. Pas vraiment le boss de fin, mais en tout cas le design du boss de la campagne de Chris et Jake. Super bien fait. Vraiment magnifique. Magnifique. Il ressemble à Perfect Chaos. C'est énorme. De Sonic Adventure. Il ressemble vraiment à Perfect Chaos. Mais il est magnifique ce boss. Ah, je l'ai trouvé super bien fait. Voilà, c'est vraiment... Ah, je suis magnifique. Il est magnifique quoi. Wow. Je vais rester bouche bée, en plus il est immense et tout. Non, il est vraiment super bien fait. Superbement bien fait. Quoi. Ouais, chapeau. Chapeau. Après, et même le combat en lui-même, ben, comment dire, sans tous les combats, comme je dis, tous les combats des boss finales, ça demande quand même une certaine technique. Voilà, généralement, vous pourrez pas les avoir du premier coup. Hein. Ou en tout cas, c'est compliqué. Quoi d'autre Ah oui, comme boss, il y a aussi un gros clin d'œil dans la campagne. De toute façon, des clins d'œil, il y en a très souvent. Des clins d'œil aux anciens Resident Evil. D'ailleurs, il y a des clins d'œil à tous les Resident Evil. Du 1 au 4, il y a beaucoup de clins d'œil, c'est un truc de dingue. Par exemple, dans la campagne de Chris, à un moment, on a un mini-boss, c'est un serpent furtif. Voilà, un serpent qui bénéficie d'une sorte de camouflage optique à la Predator, à la Otacon, voilà. Et c'est le serpent de Resident Evil 1. Hein. Alors, évidemment, tu ne sais pas du tout comment il est là, comment il est arrivé là, par quelle magie il est là, d'où il sort, ni rien, mais il est là. C'est comme le reste, tu comprends pas, tu ne sais pas, rien n'est expliqué, mais il est là. Et on doit se battre contre lui, et j'avoue que le combat est pas mal. Voilà, il faut bien regarder où est-ce qu'il est, parce qu'évidemment il est à moitié camouflé, camouflage du Predator comme je vous disais, donc faut bien regarder, dès qu'on le voit, faut le canarder. Ah, j'ai bien aimé, vous voyez, comme quoi il y a quelques petits moments, même dans la campagne de Chris, qui sont quand même sympas, mine de rien. Et même à un autre moment, on doit sauver des otages, qui sont en fait prisonniers, comment dire, des espèces de spiders, quoi, des javots araignées. Et c'est pas mal parce qu'il faut réussir à les feinter pour réussir à les shooter. Ça aussi j'ai bien aimé. Ça fait partie des petites séquences que j'ai trouvé plutôt sympa. Voilà. Pour ce qui est des boss. En tout cas il y a beaucoup de boss. Hein. Putain, il doit y avoir une dizaine de boss dans ce jeu. C'est un truc de fou. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? J'en peux plus. J'en peux plus, je vous ai rien dit, ça m'énerve. Vous pouvez pas savoir à quel point je suis énervé là. Non, je crois que je vous ai à peu près tout dit. Ah ouais, alors il y a des trucs qui m'ont fait rire. C'est les zombies. Attention, c'est uniquement avec les zombies pour le coup. Hein. C'est les zombies en fait qui se disloquent, qui se dissocient quand on les tue. Et ça c'est assez drôle, on le voit surtout dans la campagne de Léon, puisque la campagne de Léon c'est celle où on voit le plus de zombies. C'est-à-dire que des fois vous allez tuer, c'est pas des fois, c'est quasiment tout le temps, vous allez tuer en fait un zombie, et sa tête, elle va tomber, même si vous le shootez dans son corps. C'est-à-dire que quand le zombie il meurt, ben, ses membres se disloquent. Alors c'est une connerie, mais ça me faisait rire. Voilà, ça me faisait rire. Pourquoi? Encore une fois, tu peux te demander pourquoi, quoi. C'est bizarre. Le mec, tu lui mets un coup de fusil à pompe sur le pied, et t'as la tête qui va sauter comme un bouchon de champagne. Franchement, c'est quoi ça? C'est drôle, non? Moi, ça me faisait rire, quoi. À un moment, je faisais même exprès de les toucher ailleurs que la tête, pour voir qu'à chaque fois, la tête, ouais, la tête, elle tombe, quoi. En fait, le mec, il est décapité, alors que tu l'as pas touché à la tête. What the fuck? Tu comprends pas. Ça fait juste partie des nombreux trucs que tu ne peux pas comprendre.
Un autre truc qui m'a énervé, c'est l'impossibilité de tuer les ennemis avant leur pop. C'est-à-dire avant leur spawn. C'est-à-dire, comment dire, avant que leur script s'enclenche. C'est super énervant. J'imagine que là, dans la vidéo, je vous illustrerai cela. C'est pas normal, quoi. Putain, t'arrives dans une maison. Bon, tu vois qu'il y a un mec qui a l'air mort, mais tu te dis peut-être qu'il est pas mort. Alors soit tu lui mets une balle dans la tête, soit tu prends ton couteau si tu veux, si tu veux économiser des munitions et tu essayes comme ça de le finir. Tu vois qu'il se passe rien. Donc tu te dis, ah ben c'est bon. Tu continues, et 5 mètres après, eh ben en fait, le script, comment dire, l'ennemi, enfin le zombie s'est réveillé. Ben, c'est pas normal. Ça, encore une fois, c'est le genre de truc, c'est pas normal. Alors, on peut pas considérer que ça, c'est un défaut. Ce que je vous dis là, c'est plus des anecdotes qu'autre chose. Parce que ça, on le voit que dans la campagne de Léon, et même que au début de la campagne de Léon. Donc, c'est pas un défaut. Mais, ça fait partie des détails qui montrent que ça, c'est pas normal, quoi. C'est pas normal, putain. Même si tu fais super gaffe, tu peux encore te faire surprendre par des cadavres que tu croyais vraiment avoir éliminés, sauf que non, quoi. Voilà. Parce qu'en fait, il ne s'active que lorsque le script l'aura décidé. Non, c'est... c'est des méthodes dignes d'un autre temps, messieurs de chez Capcom, excusez-moi, quoi. Ça, c'est des méthodes archaïques. On peut plus faire ça aujourd'hui. Vous ne pouvez plus. Vous ne pouvez plus. C'est l'accumulation. Tout ce que je vous donne là, ce ne sont que des exemples. On ne peut pas dire que ce sont des véritables problèmes dans le jeu. Oui, c'est pénible. Mais à force, quand vous avez tout qui s'accumule, ben, ça finit par déborder, quoi. Surtout quand on y joue en solo, comme moi, de la façon dont j'ai joué, c'est-à-dire que ben, je vais lentement, je veux tout visiter, je veux détruire toutes les caisses possibles pour ramasser le maximum de munitions ou de points de compétence. Et c'est là où tu vois les gros problèmes, quoi. Sans déconner, c'est pas un jeu dans lequel il faut s'arrêter tout le temps comme ça pour regarder le décor. Il faut vraiment foncer, foncer, foncer. Sauf que le problème, c'est que si tu veux récupérer tous les emblèmes et donc finir le jeu à 100%, ben on t'oblige quand même à t'arrêter tout le temps et à tout le temps scruter le décor. Alors il y a eu une incohérence là-dedans. Il y a quelque chose qui ne tourne pas rond. Voilà. Les temps de chargement, ça aussi j'aurais pu vous en parler, mais c'est vachement énervant. Il y en a trop, il y en a trop. Trop de chargement, clairement, dans ce jeu. Putain. Et puis combien on passe de portes? Pourquoi ils ont mis autant de portes? T'as l'impression que tous les niveaux sont segmentés. Je sais pas, genre un chapitre il va être segmenté, t'as 100 portes à passer, quoi. Je sais pas, on soit revenu dans les premiers Resident Evil, c'est-à-dire qu'on a les défauts des premiers RE, mais on n'a pas les avantages. Voilà. Qu'est-ce qui était chiant dans les premiers RE? Les portes. Ça c'est un truc qui a super mal vieilli. Avoir un temps de chargement à chaque passage d'une porte. À l'époque on n'y faisait pas attention parce que c'était tout nouveau, que c'était un truc de ouf et tout. Mais aujourd'hui, c'est le genre de truc qui te plombe complètement, même le premier RE, hein. Et là, ils nous remettent des portes. Mais on est en 2012. Pourquoi vous nous mettez des portes tous les 10 mètres? Pourquoi? À quoi ça sert? On peut m'expliquer ça? Pourquoi il y a des portes tout le temps dans ce jeu? Pourquoi il y a des portes tout le temps? Nom de Dieu! Alors oui, vous allez me dire, ben oui, c'est pour que le jeu charge à chaque fois le reste. Mais moi, quand je vois qu'aujourd'hui, on a des jeux en open world qui sont vraiment véritables open world et sur les consoles actuelles et où on n'a pas de temps de chargement dans un monde immense, je ne peux pas comprendre qu'ils soient obligés de mettre des portes tous les 50 mètres avec un temps de chargement. Pour moi, c'est inconcevable. Je peux pas cautionner ça, enfin. Archaïque, préhistorique. Non mais voilà, le problème des Japonais qui n'ont pas pu se faire aux consoles actuelles, archaïques, préhistoriques, ils n'y arrivent pas, ils ont du mal. Ils ont du mal. C'est ça. Bon, attendez, je vais mettre différemment. Putain, je commence à avoir des crampes. Oh nom de Dieu. On va se mettre de l'autre côté. Je vais me prendre... Alors, est-ce qu'il me reste des Ricola là? Est-ce qu'il me reste des bonbons Ricola? Attends, ne bougez pas! Surtout, ne bougez pas, mesdames et messieurs. Je n'en ai que pour quelques secondes. Oui. Alors. Allez, un petit bonbon Ricola pour se remettre, là. C'est comme les... C'est comme les herbes dans le jeu.
que les personnages transforment en petits comprimés. Tu sais pas pourquoi, hein, c'est des herbes, on ramasse toujours des herbes pour se remettre de la vie. Et en fait, les persos, Léon et compagnie, ils les transforment en bonbons Ricola, c'est ça. Bon, mais voilà, ça c'est encore un truc, moi je comprends pas. Bon, vous allez me dire c'est une connerie, bien sûr que c'est une connerie, mais je veux dire, au début de la série, quand on avait les herbes, moi je m'étais dit que c'était des herbes médicinales, d'ailleurs c'était bien expliqué et tout, donc c'est normal, c'est des herbes, voilà, on mange l'herbe, et puis voilà, on se sent mieux. Mais maintenant en fait on prend l'herbe, et l'herbe elle se transforme en cachet, quoi. Elle se transforme en tic-tac, voilà, et après tu manges le tic-tac, et pourquoi? S'ils veulent nous filer des cachets qui nous donnent des cachets, qu'on ne récupère pas d'herbe, c'est ridicule, ça n'a aucun sens une fois de plus. Bon, allez, un petit bonbon Ricola. Bon, on va remettre ma voix parce que nom de Dieu, on commence à être limite là. Bon, oui. Alors, je dois vous parler encore. Je suis désolé, ça part dans le grand n'importe quoi cette vidéo une fois de plus, hein, vous avez l'attitude. Mais je suis désolé quand même, je m'excuse et franchement je m'excuse sincèrement. Je voulais pas que cette vidéo soit comme ça. Je voulais réellement faire quelque chose de structuré et de condensé. Je rêve du jour où j'arriverai à vous faire des reviews de 20 minutes. Putain, j'y arrivais à mes débuts. Alors évidemment c'était pas pareil, c'était moins préparé qu'aujourd'hui quand même. Hein. Mais j'y arrivais, maintenant vous le voyez, je n'y arrive plus. Je n'y arrive plus. Je veux tellement vous parler de beaucoup de trucs. Et en même temps, je ne veux pas préparer ma vidéo. Enfin, je veux la préparer, comment dire, dans ma tête, mais je veux pas la préparer sur du papier. Je veux pas réciter un texte. Que voilà le résultat, c'est ça. C'est ce que vous voyez, c'est ce que vous entendez. Je me répète, je bégaye. Et je crois pas que ça soit bien, autant pour moi que pour vous. Donc je sais pas comment on fera dans le futur, mais je vais essayer d'arranger ça parce que moi ça me va pas. Moi ça me va pas. Je ne suis jamais satisfait de mes reviews en ce moment, donc il y a un truc qui va pas. Alors, je veux absolument vous parler, ça fait du bien quand même le petit bonbon Ricola, du gameplay et puis du bestiaire, parce que ça c'est deux trucs de ouf. Le gameplay, je trouve qu'on l'a un petit peu sous-estimé dans les tests que j'ai pu lire. Il y a réellement une vraie évolution par rapport au précédent épisode, à savoir Resident Evil 5. Pas seulement le fait que maintenant... putain, faut que je me mouche maintenant. Nom de Dieu. Je suis désolé. Voilà. Nom de Dieu. Ah, ça commence à être chiant là. Ça commence à être chiant. Alors. Donc le gameplay, ouais. Je trouve qu'il est mieux que... Ben, on va dire, c'est un vrai atout dans ce jeu. On pourrait croire que c'est juste comme ça, un gameplay qui a été un petit peu remis. Non, non, il y a beaucoup de choses qui ont été revues. Et donc je vous disais, pas seulement le fait que maintenant, on peut tirer tout en marchant. À la Dead Space, à la Gears, à la ce que vous voulez. Bref, enfin. Mais c'est pas la seule évolution. Et puis il y a plein de trucs qu'on ne nous explique pas et qu'on va découvrir au fur et à mesure. Parce qu'on ne nous le dit pas. Dans le tutoriel, on ne nous le dit pas. Dans la notice, on ne nous le dit pas. Donc on va l'apprendre au fur et à mesure. Et via les écrans de chargement, parce qu'on a toujours des petites astuces qui nous sont expliquées. Par exemple, le fait que quand on va tirer sur le bras d'un ennemi, si on arrive vraiment à bien viser sur son bras, il va se retourner, ce qui va nous permettre de foncer sur lui et de lui faire un finish move, c'est-à-dire de le tuer d'un seul coup, avec généralement une attaque assez stylée, quoi. Quand un zombie est à terre, généralement pour le finir, il faut lui exploser la tête. D'ailleurs, c'est pareil pour les javots, hein, donc pour les ennemis plus classiques. Eh bien, il va pas seulement falloir, on va dire, s'approcher de lui et appuyer sur un bouton pour lui exploser le crâne. Non, il faut vraiment se déplacer précisément à l'endroit où se trouve sa tête. Si vous êtes du côté de son torse ou de ses jambes ou de ses pieds, eh bien vous allez juste lui mettre un coup de pied. Vous voyez, et l'ennemi va se relever parce qu'on ne lui aura pas fait beaucoup de dégâts. Ça, c'est un truc que j'ai adoré. Parce que ça, c'est quelque chose qu'on voit très rarement. Même dans les TPS d'aujourd'hui. Si je prends l'exemple de Gears of War, quand on fait l'éclatage de crâne, ben, il me semble bien que c'est complètement automatisé. C'est-à-dire qu'on avance vers l'ennemi, on appuie sur le bouton, et en fait, le Gears va se mettre automatiquement à la bonne position et lui éclater le crâne. Même si on se trouve au niveau des pieds. Vous voyez, c'est plus casual, c'est plus automatisé. Et bien là, c'est pas le cas.
étonnamment, je trouve qu'ils ont vraiment fait un putain de boulot à ce niveau-là. Faut vraiment être au niveau de sa tête. Donc à chaque fois qu'on va mettre l'ennemi à terre, faut vite regarder de quel côté il tombe. Hop là, on se déplace du côté de sa tronche pour l'éclater. Moi, ça fait partie des trucs, je me suis dit, ah tiens, ça m'étonne ça. C'est pas automatisé. Non, non, faut vraiment aller à côté de sa tête, quoi. Sinon, on va pas lui éclater. Et on va juste lui mettre un petit coup de pied. Voilà. J'aime, tout simplement. J'aime. Quoi d'autre? Oui, on peut également prendre les ennemis par surprise. Ça aussi. Par exemple, on va dire quand on n'a pas été détecté, on s'approche furtivement ou pas, parce que je pense pas que le fait qu'on marche ou qu'on court, ça influence l'IA des ennemis. Donc on s'approche, on est derrière lui, et on peut faire une action contextuelle. On appuie juste sur RT, on va pouvoir dégommer direct. Autre chose, c'est l'interaction avec les décors. Par exemple, si on est proche d'un mur et qu'on attaque et qu'on fait une attaque au cac à un zombie ou un ennemi, mais généralement on va se servir en fait de l'environnement pour le tuer plus vite. Voilà, si un ennemi est vraiment proche d'un mur, on va lui éclater le crâne contre le mur en 2 secondes, alors que normalement il aurait fallu faire plusieurs attaques au cac qui nous auraient pris de longues secondes pour le mettre à terre. Vous voyez? Et voilà, ça c'est pas mal, il y a pas mal de finish moves comme ça qui sont, je trouve, intéressants et qui sont jouissifs à faire. Parce que vous l'avez compris, RE6 a un système de combat hybride. Il y a du CAC, il y a des attaques à main nue, et il y a des attaques, évidemment, avec les armes. Et les deux fonctionnent en parallèle. Généralement, il faut réussir à étourdir un ennemi, genre tu lui tires 2 coups dans la tête, il est un petit peu étourdi, tu avances vers lui, tu peux lui faire un finish move. Généralement, c'est comme ça que ça se passe. On peut également courir. On court vers un zombie, on peut faire une glissade, on va l'étourdir, et hop là, ce qui nous permet, je m'étouffe avec le bonbon Ricola. Ce qui nous permet, je devrais avaler plus souvent. Ce qui nous permet de lui faire un finish directement. Ça c'est excellent tout ça, moi je trouve. Il y a également les contre-attaques, les ripostes. Quand un ennemi nous attaque, évidemment il nous fait une attaque à l'arme blanche, hein, au cac, ça ne marche pas avec les armes à feu bien sûr. Et bien si on attend vraiment le moment... Par contre c'est assez chaud à faire, hein, ça se joue... je dirais au 10e de seconde faut appuyer. Juste au moment où l'ennemi va nous toucher, on appuie sur RT et on va lui faire une contre-attaque. C'est-à-dire qu'on va repousser son attaque et en même temps contre-attaquer et le tuer directement. Mais ça aussi c'est jouissif et c'est pas évident à faire parce qu'il faut avoir le timing de ouf. Autre chose, le tir rapide. Le tir rapide c'est quoi ça? C'est simple, il suffit d'appuyer sur les 2 gâchettes et en fait on va tout simplement attaquer l'ennemi le plus proche. Et ça va être un tir, comment dire, qui atteindra toujours sa cible. C'est un tir à tête chercheuse. Voilà. Alors évidemment c'est assez cheaté. Surtout quand on a un sniper, parce qu'évidemment le sniper c'est une arme qui fait plus de dégâts que les autres armes généralement. Et c'est un petit peu con parce que le sniper, même quand on fait le tir rapide et que l'ennemi genre il est à 5 mètres, on va quand même réussir à le toucher quoi. Sans même évidemment avoir besoin de viser à travers la lunette. Donc ça c'est un petit peu une erreur de programmation quoi, c'est pas normal quoi. Ce que je veux dire, voilà, ça fait partie des petites erreurs je trouve. Mais sinon c'est une bonne idée. Et c'est un truc qu'on ne sait pas au départ. Quand on arrive dans le niveau du cimetière avec Léon, où on se fait harceler, attaquer par des chiens pour la première fois, des chiens qui sont super difficiles à tuer parce qu'ils bougent, ils font des esquives, ils vont vite, ils sont chiants à tuer. À ce moment-là, moi je ne savais pas que le tir rapide existait. Je l'ai appris après. Alors qu'en réalité les chiens, et ça on s'en rend compte aussi dans le mode mercenaire, ils sont super simples à tuer, il suffit juste de faire le tir rapide. C'est tout. On attend que le chien s'approche un petit peu, tir rapide, hop là, c'en est fini, le kleps il est down. Alors que si t'avais essayé de faire vraiment la visée caméra à l'épaule, eh ben c'est laborieux, et une fois sur 2 tu le rates, le kleps. Ben voilà, donc moi je trouve que le gameplay est intéressant, voilà. La jouée de la fusion du CAC et des armes à feu est intéressante, plein de petites nouveautés qui moi me parlent. Voilà. Alors après, tout n'est pas rose, hein, même au niveau du gameplay. Le système de couverture, ça ils le disent tous dans les tests, mais je ne peux qu'acquiescer. Mais qu'est-ce que c'est que cette bouillasse, quoi? C'est horrible. C'est plus un handicap qu'autre chose. Oui, ils ont implanté un système de couverture. Problème, c'est que ça s'utilise super mal. D'abord, on est obligé de viser pour l'utiliser, ce qui est incompréhensible. Déjà.
Mais même, des fois, c'est-à-dire que des fois tu veux viser et tu te planques. En fait, tu veux pas l'utiliser, mais ça l'utilise sans que tu le veuilles. Donc ça, c'est un fail. Ce système de cover, faut arrêter. Il faut virer le mec qui a inventé ça. Capcom, il faut le virer. C'est pas possible. Ouais. Le mec qui a créé ce truc-là, franchement, c'est juste horrible. C'est plus handicapant pour le joueur. Si encore c'est un truc dont on ne se sert pas, je vous dirais, on s'en sert pas, c'est pas grave. Sauf à de rares reprises évidemment, on est un petit peu obligé. Hein, genre à la sortie d'un ascenseur, où t'as 4 gus de l'autre côté qui t'attendent avec des grosses sulfateuses. Là oui, là on t'incite vraiment, t'es obligé, sinon tu te fais tuer, d'utiliser le système de couverture. Mais sauf, on va dire c'est 3-4 moments dans le jeu, mais sinon c'est un système de couverture qui a été créé pour se servir tout le temps, derrière un muret, derrière n'importe quoi, mais on s'en sert pas. C'est trop difficile, c'est trop laborieux, c'est trop compliqué, c'est un foirage. C'est clair et net. Et il y a autre chose, là je dirais pas que c'est un gros problème, mais en tout cas on s'en sert jamais, c'est les roulades à terre. À n'importe quel moment, on peut en fait se propulser vers l'avant ou vers l'arrière, et donc rester à terre, et tirer quand on est à terre, ça je vous l'avais montré dans la démo avec Jake, et faire des roulades à droite et à gauche. Problème, c'est que c'est quand même assez... comment dire, on se déplace quand même assez... c'est bordélique. La façon de se déplacer quand on fait une roulade, c'est compliqué, puis on n'avance pas très vite, donc au final, on s'en sert pas. Moi, j'en suis jamais servi. Voilà. Le fait d'être à terre, de faire des roulades et de tirer quand on est à terre, je m'en suis jamais servi. Voilà. Par contre, ce dont on se sert, c'est quand on vise, quand on voit qu'un ennemi, genre, nous balance une connerie, je sais pas, du vomi si c'est un zombie ou une arme blanche si c'est un ennemi lambda, on peut l'esquiver. On va faire une roulade à droite ou une roulade à gauche. Ça, c'est utile. Ça, c'est vraiment utile. Mais le fait de rester couché, de tirer quand on est couché, de faire des roulades, non. Ça, c'est useless. Je pense qu'ils auraient mieux fait de ne pas l'inclure parce que ça sert trop peu, je trouve, de mon point de vue. En fait, donc voilà pour le gameplay que moi je trouve sympa, beaucoup plus intuitif et nerveux que RE5. C'est pas encore nickel chrome, il y a encore des progrès à faire, mais alors il y a eu quand même l'évolution est nette par rapport à RE5. Net. C'est plus agréable. À manier, c'est plus agréable. Vraiment. Voilà. Si ce n'est une fois de plus le problème, comme je vous disais, du champ de vision qui rétrécit notre angle d'attaque et qui vraiment, ça énerve. Et le personnage qui prend un tiers de l'écran, comme je vous l'ai dit, ça énerve également. Bon, le bestiaire. On va y arriver à la finir cette vidéo, vous inquiétez pas. Putain, le bonbon Ricola, je le suce même pas. Il est en train de de fondre sur une partie de ma joue. Attendez, je vais le sucer un petit peu quand même parce que je suis en train de le gâcher. Gâcher un bonbon Ricola, c'est quand même con. Alors le bestiaire, là une fois de plus, je pense que je vais vous illustrer ça visuellement. J'ai adoré. La plupart des monstres, non seulement c'est un jeu qui est varié au niveau de son bestiaire, et c'est là où tu te rends compte quand même du boulot qui a été colossal à ce niveau-là, mais surtout, la plupart des monstres sont juste magnifiques. Ils sont ultra détaillés. Il y a presque en fait un... Comment dire? Il y a il y a trop de différences entre les ennemis, ou même les personnages, parce que les personnages qu'on incarne aussi sont bien modélisés. Donc les personnages et le bestiaire et les décors. Il y a un problème. C'est comme si le bestiaire il faisait tâche avec bon nombre d'environnements, parce que les environnements parfois, mais c'est moche. Tu vois? Donc t'as un zombie qui est super bien fait, qui est magnifique, et à côté t'as limite des textures qui sont floues. Et ça jure. Tu vois? Moi, je vais vous dire un truc, les zombies que j'ai vus dans ce jeu, je crois que ça fait partie des plus beaux zombies, peut-être même les plus beaux que j'ai jamais vus dans un jeu, quel qu'il soit. Ils sont mais magnifiques. En plus de ça, ils sont vraiment différents. Ils sont pas tous pareils, mais ils sont super bien faits. Voilà, on voit vraiment leur tripes sortir et tout. Et la texture, c'est vraiment mais ultra détaillé. Je les ai trouvés magnifiques. Voilà. Et puis t'as vraiment les zombies. Ça, je vais me répéter, mais alors les zombies, magnifiques. Alors t'as les zombies de base,
t'as des zombies, des espèces de hurleurs, j'appelle ça, qui vont gonfler leur gorge. Et une fois que leur gorge elle est gonflée, ils vont hurler, ce qui va en fait nous immobiliser et surtout ce qui va appeler tous les zombies qui sont aux alentours pour venir. Et on peut que les tuer justement quand on tire dans leur gorge. Excellent. Il y en a d'autres, je sais pas trop comment les définir, qui sont beaucoup plus coriaces. Faut attendre qu'ils soient à terre, qu'ils soient à genoux pour découvrir leur point faible qui est en fait leur cœur, quoi. C'est au niveau de leur torse et c'est là où il faut tirer si on veut les abattre. Mais vraiment c'est excellent. Même les chiens sont vachement bien faits. Voilà. T'as les chiens zombies, franchement mais waouh. Juste waouh. Voilà. L'animation est correcte, c'est pas une animation de ouf, non. Mais juste le niveau de détail. Voilà, c'est le niveau de détail, moi ça m'a impressionné, ça m'a impressionné. À côté de ça, je sais pas moi, t'as le gros zombie. Ah, le gros zombie. C'est dommage, on le voit pas assez, je trouve. On le voit qu'un petit peu dans la campagne de Léon et un petit peu dans la campagne de Ada. Mais c'est quand c'est... je trouve qu'ils ont un petit peu sous-exploité en fait leur bestiaire pour tout vous dire. C'est comme s'ils avaient... Ils ont créé 50 créatures. Mais je trouve que trop souvent on a affaire à des javots. Donc les javots c'est l'ennemi de base. C'est l'ennemi qu'on va rencontrer quand on est en Chine généralement. Et il y a quasiment que ça. C'est-à-dire ça ressemble un petit peu au... c'était quoi déjà dans Hero 5? Alors, je m'en souviens même plus, disons. Ou même dans Hero 4, c'est comme les Espagnols là qui sont atteints du plagas là. C'est-à-dire qu'ils ont un parasite, c'est ça. Les javots, c'est ça. C'est des humains, mais ils ont quand même été infectés. Et quand on leur tire par exemple dans le bras, eh bien, ils vont subir une mutation. Ils vont avoir un truc qui va pousser à la place, une espèce d'aile. Ils vont pouvoir s'en servir comme d'un bouclier, par exemple. Si on leur tire à la tête, une espèce de tentacule risque de pousser. C'est pour ça que généralement, quand on essaie de tuer les javots, il faut les finir très vite. Si on leur tire dans le bras, il faut très vite bourriner sur la tête pour pas qu'ils aient la mutation. Mais ça c'est pas mal, c'est des bonnes idées ce que je vous dis là. Et puis les animations lors des mutations, elles sont juste splendides. C'est vachement bien fait. Il n'y a rien à redire à ce niveau-là. Vraiment. Et voilà, tout ça pour dire que le bestiaire, j'ai adoré. Voilà, il n'y a rien à dire. C'est varié et tout. Seul bémol, encore une fois, seul bémol que j'omettrai, c'est que trop souvent on a affaire aux javots. Voilà, 60%, 70% du temps, ce sont des javots qui ont une arme et qui vont nous tirer dessus. Putain, j'aurais tellement Et c'est pour ça que j'ai préféré aussi la campagne de Léon. Parce que dans la campagne de Léon, on a quasiment que des zombies. Excusez-moi, je veux pas la jouer au vieux con qui va vous dire ah, les enfants c'était mieux avant parce qu'il y avait des zombies. C'est pas ça, c'est que les zombies c'est jouissif quoi. Et puis en plus ils sont nerveux quoi, ils peuvent te sauter dessus. Même s'ils sont à 5 mètres devant toi, faut pas croire que c'est comme avant qu'ils vont faire non. D'abord ils esquivent les balles, c'est un truc de dingo quoi. Si vous voulez faire un headshot, vous avez intérêt à vous lever tôt. Parce que non seulement votre visée elle bouge, c'est pas une visée fixe, mais en plus de ça, les ennemis, quels qu'ils soient, putain, ils sont super vifs. Ils bougent tout le temps. Même quand ils bougent pas, ils bougent quoi. Enfin bref, vous l'avez compris, j'ai adoré le bestiaire. Bon, qu'est-ce qu'il me reste à vous parler? Je prends ma petite feuille. Putain, truc de fou. Ah oui, le mode mercenaire et le mode chasse à l'homme. Donc ça on y reviendra. Et je pense qu'une fois que ça on aura, qu'une fois que j'aurai parlé de ces deux points, on aura fini. Alors, putain je m'étouffe avec le bonbon Nicolas. Alors, le mode mercenaire. Très connu, c'était déjà présent dans RE5 et dans RE4. On est dans une arène et des vagues d'ennemis vont arriver à la filée, font tuer le maximum pour faire péter le high score. Classique, et on est timé. Voilà, il faudra trouver des sabliers dans le niveau pour augmenter le timer, histoire de pouvoir faire évidemment le score maximum. Ça permet de débloquer des costumes différents pour tous les personnages. Là je pense qu'à l'écran je vous montrerai certainement le costume de samouraï de Chris, qui est assez marrant. Alors vous voyez c'est des costumes complètement WTF une fois de plus, ça faut pas... C'est typiquement japonais, c'est typiquement Capcom le truc, comme d'hab. Donc costume de samouraï à la Mitsurugi de Soul Calibur pour Chris, ça m'a fait rire, c'est pas mal, c'est rigolo. Pour Léon, t'as un costume de Napoléon, je crois que c'est Napoléon. C'est à vérifier, mais moi ça me fait penser à Napoléon.
il a vraiment la dégaine de Napoléon. Donc bref, des costumes à débloquer. De base, on a 3 arènes, c'est pas beaucoup, seulement 3 maps, mais il y en a 3 autres qu'on peut acheter en DLC. Capcom et les DLC, c'est une longue histoire d'amour. Hein. Ils sont pas prêts d'arrêter de faire des DLC. Hein. Et donc c'est sympa, évidemment c'est à privilégier d'y jouer en duo. Hein. Donc bien sûr ça se joue online, vous y jouez avec un pote, et vous essayez de faire péter le high score à 2. Même si ça peut se jouer en solo, il n'y a que peu d'intérêt, il faut vraiment y jouer à 2. Et donc c'est sympa, c'est sympa. Le but en fait, le but ultime on peut dire c'est d'arriver à tuer 150 ennemis pour vraiment faire péter le high score. Et c'est assez chaud quand même. Hein. Sachant que pour débloquer les costumes, il faut avoir le rang A je crois. Ou le rang S, je sais plus. Je me souviens plus. Enfin bon, voilà, j'ai bien aimé, il n'y a pas grand chose à dire, c'est des vagues d'ennemis qui arrivent. Bon, voilà, on peut choisir le personnage que l'on veut. Putain, attendez. Je vais avaler le bonbon Ricola parce qu'il commence à me faire chier là. Attendez. Je me concentre. Attention. Ah, voilà. Bonbon Ricola, c'est bye bye. Oui, donc chaque personnage a évidemment son propre arsenal. Hein. Évidemment, il y en a qui vont avoir un sniper, d'autres un fusil mitrailleur, d'autres le couteau et le flingue. Donc voilà, chaque personnage a ses propres armes et après il faut faire avec. Et dans l'arène, on peut trouver quelques grenades, quelques herbes pour se soigner, mais globalement, il faut surtout être très rapide pour faire des combos. Je vous l'ai pas dit, le but c'est de faire des combos, donc de tuer les ennemis à la filée. Si on attend genre 10 secondes entre 2 ennemis, c'est fini, le combo il retombe à 0, votre score c'est mort, vous êtes obligé de tout refaire. Mais c'est pas mal, c'est rigolo, c'est pas une révolution par rapport au 5 ni au 4, bien sûr c'est la même chose, mais c'est sympa. Et le mode chasse à l'homme, qui là par contre est une nouveauté, qui est en fait un double mode. Je m'explique. Le mode chasse à l'homme, en fait c'est un mode qui nous permet d'incarner une créature. Donc d'incarner le bestiaire et de faire chier un autre joueur lambda. On ne peut pas choisir, je crois, c'est un joueur qui est pris aléatoirement pendant que le mec il est en train de faire sa campagne. Donc vous l'avez compris, c'est un mode online qui au premier abord paraît énorme parce qu'on se dit mais c'est énorme, ça veut dire qu'en fait on peut incarner un zombie, par exemple, dans une map, pendant qu'un mec est en train de jouer Léon ou Chris ou Jake ou n'importe qui, et on va pouvoir aller se friter contre lui. Attendez, mais c'est juste génial, quoi. Bon, sauf qu'en fait, non. Non, enfin, pas vraiment. Disons que c'est rigolo pendant 1 heure, et après, on laisse tomber. Parce que le problème, c'est que d'abord, le maniement de la plupart des créatures est quand même super bordélique. C'est un truc de dingue, ça répond super mal. T'as l'impression d'avoir un temps de latence, mais alors de ouf. Et donc à cause de ça, t'as beaucoup de mal à te battre à armes égales avec, bien sûr, les véritables joueurs qui contrôlent les personnages principaux. Et c'est normal d'un autre côté, parce que imaginez si vous incarnez genre un zombie super puissant, ben, c'est pas équitable pour le joueur qui est en train de jouer Léon de se faire tout le temps tuer par un simple zombie, il comprend pas. Donc en fait vous incarnez une créature, mais la créature que vous incarnez ne va pas être plus puissante que les autres du jeu. Vous allez être de la même puissance, c'est-à-dire qu'en un coup vous allez crever, c'est-à-dire que vous allez être aussi lent. Voilà, donc pour donner un simple coup, même si vous êtes à côté d'un joueur, juste pour donner un coup, mais t'as l'impression quoi que la créature elle a besoin de 3 ou de 4 secondes de charge avant de... Vous voyez ce que je veux dire? Et en fait quand on joue à ce mode, c'est là qu'on se rend compte, qu'on comprend pourquoi les jeux sont si faciles. C'est là qu'on se rend compte que les développeurs, ils brident quand même complètement les mouvements des ennemis, quoi. Parce que imaginez si les ennemis ils pouvaient bouger comme nous, qu'ils étaient aussi vifs, qu'ils étaient aussi nerveux, ce serait juste injouable en fait. Et on se ferait tuer mais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et quand on joue à ce mode, c'est là qu'on se rend compte, ah mais d'accord, en fait lui, mais il est juste, c'est un gros naze, quoi. Et tu comprends pourquoi ils arrivent jamais à te toucher les zombies. Mais c'est parce qu'ils sont super lents, quoi. Voilà le truc. Bon, mais ça reste sympa. Tu peux même incarner des chiens, par exemple. D'ailleurs, avec les chiens, c'est assez facile de réussir à sauter et à mordre les joueurs parce que on peut courir. Donc voilà, tu cours avec le chien, par contre la maniabilité est horrible, hein. Le chien il part à droite, il part à gauche, c'est incontrôlable. Mais quand tu arrives à bien te mettre dans l'axe que tu sautes, tu prends à la gorge le joueur et puis là t'es content, tu te dis ah je t'ai eu. Voilà, donc c'est drôle. Mais faut être clair, en réalité c'est anecdotique, c'est rigolo. Ça permet aussi de voir où vont spawn
les, ben, les ennemis. Et ça c'est pas mal. Parce qu'en fait, moi en jouant justement à ce mode, c'est là que j'ai compris l'architecture, le level design de certains niveaux. Alors qu'avant je ne le comprenais pas forcément. Parce que quand tu popes véritablement à l'endroit de spawn des mobs. Tu vois? Et par exemple, tu comprends pourquoi à tel endroit il y avait un trou. Ou pourquoi à tel endroit il y avait un mur et que les zombies pouvaient venir par là. Et toi tu peux également venir par là. Quand tu incarnes un zombie dans ce mode qui est le mode chasse à l'homme. Donc ça c'est pas mal. Ça te permet en fait de comprendre un petit peu l'envers du décor. Par exemple, à la fin du premier chapitre de Léon, on doit s'échapper en bus, mais il y a une espèce de gros zombie énorme, obèse, qui prend le bus et qui nous empêche de partir. Et bien quand tu incarnes, quand tu joues à ce mode, ça te permet de voir à l'extérieur du bus. Voilà, à un moment j'étais un zombie, enfin c'était pas un zombie, si c'est un zombie, et j'étais à l'extérieur et je voyais le gros zombie qui avait vraiment pris le truc et je voyais le bus de l'extérieur. Alors que normalement ça c'est une séquence qu'on joue à l'intérieur, on ne peut pas voir l'extérieur. Vous voyez? On voit que l'intérieur et on essaye de flinguer le gros zombie pour que le bus puisse partir. Donc c'est pas mal, ça permet de comprendre un petit peu mieux le level design et la structure du jeu, mais c'est anecdotique parce que on se fait tuer tout le temps. Donc on est obligé de respawn et on se fait retuer directement après. Puis il y a également beaucoup de temps de chargement parce que dès qu'il y a une cutscene, ça s'arrête. Donc il faut trouver une autre partie pour y aller. Donc voilà, il y a beaucoup également de temps d'attente finalement entre deux phases. Genre tu vas jouer une minute, t'as limite une minute d'attente derrière. Donc voilà, tu peux pas jouer dans ces conditions. Mais c'est sympa, c'est peut-être une idée à creuser. Moi j'ai trouvé ça cool. Et il faut savoir donc que quand vous faites vous la campagne, vous pouvez activer ou non ce mode. Évidemment. C'est-à-dire que vous n'êtes pas obligé de laisser des joueurs pénétrer dans votre partie. Que vous jouiez en solo ou en coop. Hein. Ça, vous le choisissez. Moi, j'avais mis oui la plupart du temps. Et d'ailleurs, quand il y a un joueur on va dire, qui intègre notre partie en mode chasse à l'homme, on le voit inscrit hein, en haut à droite. C'est inscrit. Tel joueur a rejoint votre partie en tant qu'ennemi. Ouais, donc on le sait, et du coup on se dit, oh attention, là il y a une vraie IA humaine qui est dans les parages, je vais essayer de faire plus attention. J'ai trouvé ça sympa, voilà, ça casse pas les briques, ça révolutionne pas, mais je trouve que c'est une bonne idée pour le futur, c'est quelque chose à travailler, si c'est mieux fait, je pense que ça a du potentiel pour le futur ce mode là, voilà, c'est ce que je voulais dire. Alors est-ce que je vous ai tout dit? Je crois que oui, je crois que là on arrive vraiment à la fin les mecs. Ouais, j'ai tout dit. J'ai tout dit. J'aurais également pu vous parler des courses-poursuites à pied. Régulièrement, on va avoir une petite phase de course-poursuite, de course-poursuite, où on va en fait être obligé de courir dans un couloir avec des QTE à faire, et on est obligé de les faire. Si on se plante, on a à le refaire. Je trouve ça un petit peu naze également. Bon, ça fait juste partie des trucs naze de plus. Mais je crois qu'on en a fini. Enfin, allez. Du coup, on va s'arrêter là. Donc, pour conclure, ce que j'en ai pensé, comme je vous l'ai dit, il y a eu beaucoup de boulot, un travail titanesque sur ce jeu, mais pour moi Capcom se sont plantés. Ils auraient mieux fait de faire quelque chose de plus court, mais de plus condensé, où il y avait moins avec un level design plus inspiré, moins de phases qui se répètent, moins de fusillades inutiles, parce que ça c'est vraiment... J'ai envie de mettre l'accent là-dessus, c'est des fusillades inutiles, quelle que soit la campagne, surtout avec Chris et Jake. Mais pourquoi dès que t'arrives dans un endroit, t'as 10 mecs en face de toi et tu dois les tuer? C'est nul! C'est nul! On voit ça dans n'importe quel FPS, ça sert à rien, c'est inutile, Mais qui veut voir ça dans Resident Evil, quoi? Qui veut voir ça? Si encore ils avaient fait ça uniquement pour la campagne de Chris, je vous dirais, c'est de la merde, mais c'est que la campagne de Chris. Sauf que non, ça part aussi dans Jake et aussi celle de Ada. Léon, un peu moins, même si vers la fin si, mais un petit peu moins parce que c'est plus avec une ambiance, avec des zombies, pour se remémorer, pour les vieux nostalgiques, un petit peu con comme moi. C'est pour ça qu'on a aimé la campagne de Léon. C'est ça le truc. Voilà, donc il y a des bonnes phases et puis il y a des phases pourries. Ils n'ont pas réussi à faire un jeu qui soit homogène, comme je vous disais. Ça part dans tous les sens. Ils ont voulu faire plaisir à tout le monde et malheureusement, j'ai l'impression qu'ils font plaisir à peu de gens en voulant faire plaisir à tout le monde. C'était la chose à ne pas faire et du coup ils se sont plantés, tout simplement. Alors j'aurais pu vous parler de la physique. Voilà. La physique.
Eh oui, je vous en ai beaucoup parlé dans la démo, hein. Attention, on peut pas bouger les chaises. Et vous avez vu, j'ai fait un effort, hein. J'en ai pas parlé. Je n'ai pas parlé de la destruction du décor ou de ce genre de truc, hein. J'aurais pu. Parce que oui, il n'y a eu aucun effort de fait par rapport à la démo. Il n'y a eu aucun... Non, non, la physique, elle est pareille. Tu ne peux toujours rien bouger. Moi, je trouve pas ça normal, vous le savez. Et même, je vais vous dire, les rares moments... Parce que ça m'a fait rire, parce que dans ce jeu, par exemple, vous avez des vélos. Des vélos. Mais les vélos, 99% du temps, ils sont fixes. D'accord? Puisque l'action va se passer peut-être 50% du temps en Chine. Et en Chine, on sait qu'il y a beaucoup de vélos. En tout cas, c'est la légende qui veut ça. Hein. Et donc, tous les vélos sont collés, quoi. Il n'y a pas de physique, tu peux pas les bouger. Sauf à un moment, tu comprends pas. T'es dans un couloir, l'un de ces fameux couloirs qui ne sert à rien, hein, dont je vous parlais tout à l'heure. Un couloir où il n'y a rien, tu comprends pas, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a pas d'item. Juste un couloir, tu sais pas pourquoi. Et là, tu peux bouger les vélos. Et je me suis fait la réflexion. What the fuck? Mais pourquoi on peut bouger les vélos là? Alors que durant tout le jeu ils sont collés. Durant tout le jeu c'est des blocs de pierre les vélos. Et là, comme par magie, à cet endroit là que je vous mettrai certainement à l'écran, tu peux bouger les vélos. Alors par contre faut voir les bugs. Faut voir les bugs de ouf, hein. Le pauvre vélo. Dès que tu le touches, le truc, il bouge dans tous les sens, il vibre. Si tu t'approches un petit peu trop, limite, il va être éjecté ailleurs. Mon Dieu, quoi. Voilà. Et là, tu comprends pourquoi ils ont pas mis de physique. Tu vois? Parce que c'était mal géré. Voilà, le coup du vélo, là, vous le voyez, quoi. Mais c'est mal géré. Ils arrivent pas à faire une bonne physique en 2012. Moi, je trouve ça dingue. Bon. Mais la vraie question, c'est pourquoi ont-ils fait en sorte qu'on puisse bouger les vélos dans cette séquence, alors qu'ailleurs on ne peut pas. Ben, j'ai pas de réponse. Je sais pas. Peut-être qu'ils voulaient me faire plaisir à moi. Ouais. Ils se sont dit, ah, c'est vrai qu'il y a Hooper. On va lui mettre un vélo qu'on peut bouger. Non, je sais pas, mais c'est vraiment bizarre. J'ai pas compris. J'ai pas compris cette scène. J'ai trouvé ça, je sais pas. J'ai été choqué, quoi. Choqué avec ce vélo qu'on pouvait bouger. Pas compris. Enfin bref, mais à part ça, non, il n'y a pas de physique, il n'y a pas de destruction du décor. Non, non, ça faut oublier. Je crois que je vous ai tout dit. Bon, je vous ai pas trop parlé on va dire des scénarios précis entre Léon, Elena, Jake, Sherry, Chris, Pierce et Ada, le scénario débloquable. Mais sincèrement, il n'y a pas grand chose à dire. Je vous ai parlé de celui de Léon, je vous ai parlé de celui de Chris, qui est donc, on va dire, qui est... Oui, on se croirait devant un FPS militaire, hein, avec Chris qui est dans l'armée. Il n'y a rien à dire, quoi, avec... Putain, mais les dialogues, quoi, c'est... Comment dire? C'est... J'appelle ça de la bravoure américaine à 2 balles. Vous voyez? C'est pour ça que tout à l'heure, dans mon montage, je vous aurais certainement mis, et c'est un gros spoil, un dialogue de Armageddon, le film. Parce que ce qui se passe à la fin du chapitre de Chris et Pierce, c'est exactement ce qui se passe dans Armageddon. C'est de l'héroïsme américano-militaire à 2 balles, tel qu'on en voit dans les gros blockbusters hollywoodiens. Tu vois, du genre le mec qui se sacrifie. Quand c'est bien fait, ça va. Mais là, avec un scénario aussi nanardesque, je suis désolé, moi ça ne m'a pas parlé. Ça m'a pas parlé. J'ai trouvé ça ridicule, ça m'a fait rigoler. Je t'aurais pas dû. Pourtant, c'est une scène qui est censée nous faire ressentir des émotions, des sentiments. Mais le scénario part tellement dans tous les sens que tu peux pas. Pour moi, ce jeu n'a pas de charme. Il n'a aucune classe. Vous voyez? Alors, si à côté, on avait des phases d'action qui sont super fun et variées et tout, j'ai envie de dire, on s'en fout que le jeu soit pas classe et tout, rien. C'est pas grave que le jeu... Sauf que même là, il se plante, même en termes de jeu d'action, on s'emmerde trop souvent. Donc là, il n'y a plus rien à faire. N'en jetez plus, la coupe est pleine. On ne peut plus sauver RE6 à ce moment-là. Quand vous avez rien qui vous retient dans le jeu, et moi c'est ce qui m'est arrivé, il n'y a rien qui m'a retenu. Pas les persos, pas les personnages, pas l'action, pas le fun. Bon ben écoutez, voilà quoi. Et la campagne de Jake, donc et de Sherry, vous le savez, on se fait poursuivre par le Ustanak du début à la fin, fait poursuivre. On sait pas vraiment poursuivre comme le Nemesis. Il nous poursuit, mais à chaque fois qu'on le croise, ça
Ça équivaut surtout à un combat de boss en réalité. Bon, et souvent il faut juste le bourriner, quoi. C'est bourrinage, 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 quoi. C'est pas extraordinaire, mais il y a certaines phases qui sont assez cool dans la campagne de Jake et de Sherry. Quand on est dans l'espèce de... comment on dit, une espèce de grosse maison chinoise là, avec un Bouddha au milieu, et on doit retrouver, je crois, c'est des clés. Il y a la plaie à retrouver, au moins 10, c'est hallucinant. Mais ça, je trouvais ça pas mal, parce que c'est joli, au moins c'est pas sombre, c'est assez beau, ouais, c'est assez beau pour un environnement intérieur, et ouais, je trouvais ça cool, ça m'a plu. Ah ça, c'est le genre de... ça m'a plu, vous voyez, mais c'est... Comme ça, t'as des phases qui sont cool et des phases qui sont pourries. Et ça s'enchaîne. Phase cool, phase pourrie. Phase cool, phase pourrie. Phase cool, phase pourrie. Et c'est ça du début à la fin. Voilà. Et la campagne de Ada, elle est assez particulière parce qu'elle nous permet de revivre certains moments d'une façon différente. Par exemple, quand on est avec Léon, au début ou à la fin, je sais, non, je crois que c'est à la fin plutôt de la campagne de Léon, enfin, on s'en fout. À un moment, on se fait aider par quelqu'un qui est dans un hélico à trucider tous les zombies. Et quand on fait évidemment la campagne de Ada, eh bien oui, c'était bel et bien Ada qui était dans l'hélico et on contrôle l'hélico. Oui, on contrôle un hélicoptère. Dans ce jeu, je crois que on n'aura jamais contrôlé autant de véhicules. C'est un truc de dingue. Ils ont mis tout ce qu'ils pouvaient mettre comme véhicule. Hein. Il ne manque rien. Donc on contrôle un hélico et on canarde comme ça les zombies. Et c'est pas mal. Et même après dans la phase avec le T-Rex contre le tyrannosaure, et bien là c'est pareil, on est dans notre hélico et on canarde le tyrannosaure dans notre hélico. Donc c'est sympa, ça permet de voir, on va dire, l'aventure des 3 premiers scénarios d'une façon différente. Mais globalement, j'ai pas trouvé non plus la campagne de Ada vraiment renversante ou bouleversante. Non. Ça reste comme le reste. Au début, on a une phase à la Metal Gear que j'ai trouvé ratée, quoi. Ratée. Il suffit qu'on se fasse voir et puis c'est fini, quoi. Soit t'es obligé de courir jusqu'au prochain checkpoint et de te faire mourir. Enfin, je veux dire, c'est pas normal. T'as des trucs, quoi. T'es obligé limite de tricher avec le jeu, c'est-à-dire dès que t'arrives à un checkpoint, tu te fais mourir parce que quand tu meurs, tu te retrouves avec toute ta vie. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, des fois, tu cours jusqu'au checkpoint. Bon, ok. Tu vois marqué en haut à gauche checkpoint. Tu te laisses mourir, tu t'en fous. Et hop, tu vas repop à l'endroit du checkpoint avec toute ta vie et tous les ennemis qui t'auront oublié. Et t'es obligé d'utiliser ce genre d'escroquerie, ce genre d'arnaque des fois pour progresser parce que t'en as marre. T'en as marre, t'en as marre et t'en as marre. Ça, encore une fois, un truc qui n'est pas normal et que pourtant moi je vous dis, j'ai utilisé ça. Et j'ai utilisé cette technique, quoi. Incroyable. Sinon, Ada, ce qui m'a fait rire aussi, c'est... on a l'impression d'être dans Bionic Commando. Elle utilise son grappin tout le temps. Déjà, quand on la voit à travers les cinématiques des 3 premières campagnes, à chaque fois que l'on voit Ada, c'est... Salut les mecs, bye bye. Elle utilise son grappin, elle s'en va. C'est juste nanardesque, c'est juste drôle, quoi. Salut les mecs, ça va? Non, Ada, reviens ici, je t'attraperai, Ada. Et elle s'enfuit avec son grappin. Voilà, elle envoie son grappin, on sait pas où, et elle disparaît. Et on la revoit 3 heures plus tard. Salut boys, c'est moi, bye bye. Non, Ada, je t'attraperai. Le scénario. Le scénar, quoi. Et après, quand tu fais son scénar donc dédié à elle, et que donc tu peux utiliser son grappin, c'est sympa, mais le problème c'est que c'est complètement assisté. Tu ne peux utiliser le grappin qu'à des endroits précis où tu vas t'arrêter et on va te demander d'appuyer sur le bouton A pour que ton grappin se lance. Tu peux pas utiliser ton grappin n'importe quand pour vraiment utiliser le level design. Non, complètement assisté le truc. Donc excusez-moi, je trouve pas ça génial. Ah putain, j'avais oublié, je voulais vous parler d'un truc justement toujours dans la campagne de Ada. Un boss. Donc c'est Carla. Bon, je vais pas tout vous dévoiler qui est Carla, vous le saurez en faisant le jeu. Donc c'est un boss qui est plutôt sympa, qui va nous poursuivre en fait quand on est dans le porte-avions. C'est plutôt marrant, mais à un moment, on doit le tuer, et je suis resté bloqué 30 minutes à cet endroit, je ne comprenais pas.
incroyable. Donc je pense que là, je vous montrerai ça aussi. Je vais vous montrer. Ça sera un petit spoil, mais c'est pas grave. Hein. Je vais vous montrer ce boss, du moins une partie, parce que c'est un boss qui est assez. On va dire qu'il y a plusieurs formes, hein, mais je vous montrerai cette partie précise. En gros, c'est un visage géant qui bloque le mur. D'accord. Et donc le but, c'est de passer derrière. Sauf que ça, on le sait pas. Moi, je pensais qu'il fallait le tuer. Je pensais qu'il fallait détruire ce visage. Mais non, en fait, il faut réussir à faire un trou. Il faut faire un trou dans le truc. Et derrière, il y a des bonbonnes. Donc il faut faire un trou. Il faut tirer sur les bonbonnes. Et c'est quand on va. Et quand c'est les bonbonnes qui sont derrière le visage qui vont exploser, que là, on pourra passer. Sinon, on ne peut pas. Et bien là, j'ai mis 30 minutes pour comprendre qu'il fallait faire ça. C'est super mal fait. D'abord, on peut pas le savoir. Qu'il faut réussir. Parce qu'en fait, il faut le bourriner. Il faut, avec toutes ces armes, il faut bourriner ce visage. Et en plus, qu'à un endroit précis, au niveau de son nez, quoi. Si tu le fais sur les autres côtés, ça marche pas. Faut bourriner au niveau du nez avec le fusil à pompe et d'autres armes pour réussir à faire le trou et tout. Mais comment le comprendre, ça? Comment le savoir? Surtout que quand tu balances des grenades, ça marche même pas. T'as beau y balancer des grenades, y a rien qui se passe. Avec des grenades, quoi. Limite, tu balances les grenades, t'as l'impression de les balancer dans le vent. C'est pas normal. Pourquoi on a des grenades qui sont inefficaces face à un boss qui, logiquement, ça devrait être spécifiquement, ça devrait être, comment dire, ça devrait servir spécialement pour ça, et ça sert à rien. Voilà. Puis t'as l'impression qu'il y a un mur invisible. Quand tu veux l'attaquer au cac, tu peux pas. T'es bloqué 1 mètre avant. Mais c'est hallucinant, quoi. C'est hallucinant. Réellement, hein. Réellement. C'est un boss error. Moi, j'appelle ça un boss error. Alors, vous me direz dans les commentaires, ceux qui ont fait le jeu, si vous aussi vous avez eu des problèmes ou pas. Moi, je vous le dis, ce boss m'a fait péter un câble. Parce qu'en plus de ça, quand tu l'attaques, il se reconstitue. C'est ça qu'il faut comprendre. Par exemple, vous prenez votre fusil à pompe, vous allez lui mettre 5-6 coups de shotgun en plein dans la bouche. Le trou, la brèche ne sera même pas formée. Mais pire que ça, au bout de quelques secondes, il va se reconstituer. Donc tu te dis, mais en fait, c'est pas ça qu'il faut faire. Enfin, moi je vous le dis. D'abord, les 10 premières minutes, je pensais qu'il fallait attaquer ses yeux. Parce que ses yeux, ils bougent et on peut les exploser. C'est le seul élément qu'on peut exploser. Et en plus de ça, quand on les explose, en fait, ils explosent eux-mêmes et ils nous attaquent. Il faut se planquer derrière un coin. Je me disais, ah bah, en fait, il faut exploser ses yeux. Peut-être 3 fois, 4 fois, 5 fois, je sais pas. Bon, mais au bout du 10e explodage d'œil, j'ai commencé à me poser des questions, tu vois. C'est ça le truc. Et en plus de ça, tu as une entité humanoïde qui est Carla en fait, sous une autre forme, qui se balade, qui se promène dans la pièce, qui te fait pas de dégâts. Et là c'est pareil, tu te demandes mais qu'est-ce qu'elle fout là? Pourquoi il y a ce truc? Tu peux l'exploser, mais tu sais pas pourquoi. Tu sais pas. Là aussi, pendant un moment, je me suis dit, bon bah en fait, il faut peut-être que je détruise cette entité humanoïde. En fait, non. En fait, voilà, se pose vraiment foirage total, foirage total. Et comment on fait si on n'a pas assez de munitions, quoi? Comment on est censé faire? Le mec qui arrive là et qui a pas de munitions, comment il peut le tuer? Ben il ne peut pas. Il est coincé. Mais il est, oui, forcément. Il est coincé, il peut pas le tuer. Non, c'est incroyable, c'est incroyable. Franchement, qu'est-ce que c'est que ce boss, quoi? Putain, truc de ouf, réellement truc de ouf. Bon, écoutez, je crois que cette fois-ci, on en a bien et bien terminé, je n'ai plus de voix. Ça m'embête parce qu'il y a encore des points que je voulais aborder là, qui sont sur ma feuille, mais nom de Dieu, le temps, quoi, le temps, on en est à presque 2h30. Putain, presque 2h30. Putain, presque 2h30, comment je vais faire? Comment je vais faire? Et en plus de ça, je compte même pas le montage que je vous aurais mis au début. Hein. Waouh! Que je n'ai pas encore fait, hein, que j'ai imaginé et tout, mais que je n'ai pas encore réalisé. Hein. Je sais pas combien de temps il va durer aussi, je pense 10 minutes certainement. Putain! Oh là 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 là. Bon écoutez, tant pis on continue, écoutez, tant pis on continue. On verra bien. Qui vivra verra, j'ai envie de dire. Hein. Mais je vous ai pas parlé de la technique, tiens. De la réalisation de ce jeu, ben oui. De l'autre côté, vous l'avez vu, hein, durant ces 2h30. Donc je vais pas vous dire c'est beau, c'est moche. Bon,
Honnêtement, je vais vous le dire, il y a du bon et il y a du moins bon, tout simplement. Mais là où je comprends pas, c'est qu'à plusieurs reprises, le jeu est carrément moins beau que son prédécesseur, que RE5. J'ai pas trop fait de comparaison avec RE5, euh, mais bon, ça me semble pas forcément très judicieux, hein. Moi, RE5, je l'avais bien aimé, voilà, parce que j'avais eu du fun. Vous voyez, je sais pas. Et puis, même si le scénario était tout aussi moisi dans le 5 que dans le 6, je trouve que les environnements étaient plus cohérents entre eux en fait. C'est ça le truc. Vous voyez, quand on est en Afrique, le village africain, le petit lac là où on doit se diriger avec l'espèce d'hydroglisseur si je me souviens bien, où on doit s'arrêter dans les petits îlots pour aller voir les tribus. Je sais pas pourquoi, écoutez, moi j'avais aimé quoi. J'avais aimé. Et puis c'était une claque. C'est ça. On avait rarement vu, peut-être même jamais, un TPS, on était en 2009, hein, aussi beau que ça. Ça déchirait la gueule. RE5 déchirait la gueule. Là, on se retrouve 3 ans plus tard avec le 6ème épisode. T'as l'impression que ça n'a pas du tout évolué. Et même pire que ça, des fois c'est plus moche. Si je prends par exemple une phase en véhicule. Tiens, par exemple, dans RE5, à un moment, on a une phase donc de ce qu'on appelle communément les rail shooters, où on est dans la savane. Donc on est à bord d'une Jeep, d'un Hummer, et on doit canarder des zombies, enfin des infectés qui arrivent en moto et des camions, si je me souviens bien. Mais cette phase-là, c'était une claque, elle était magnifique, quoi. Avec le soleil couchant et tout. C'était magnifique, c'était super bien fait. Ben, dans RE6, on a bel et bien des phases qui se prêtent un petit peu au même jeu, mais sauf qu'elles sont moches. Vous l'avez vu, je vous l'ai montré tout à l'heure. La phase en Jeep, d'ailleurs pareil, la phase en Jeep, en Hummer, où pareil, on est avec une mitraillette et on doit canarder d'autres Jeeps. Sauf qu'évidemment, on n'est plus dans le désert africain, dans la savane, on est en plein en Chine. C'est hideux. C'est un passage qui est juste hideux, qui est horrible, qui est moche. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment peut-on avoir un jeu qui, on va dire 50% du temps, est moins beau que son prédécesseur, qui est donc fait avec le même moteur, voire même un moteur amélioré certainement pour RE6? Ça c'est incompréhensible, une fois de plus, mais incompréhensible quoi. Comprends pas. Bon, mais à côté de ça, il y a quand même des environnements qui sont jolis, oui bien sûr, notamment quand on est en Chine, surtout quand on est en Chine. Oui, la plus belle séquence, la séquence la plus réussie, est certainement l'introduction avec Chris. C'est-à-dire quand on arrive en Chine, tout simplement, hein, avec son escouade, et où là, c'est vraiment, t'as des explosions, il y a de la population, les gens s'enfuient parce qu'ils ont peur évidemment du virus C qui arrive, il y a déjà des infectés, des javots, et là c'est magnifique, quoi. Lumière partout, beaucoup de détails, explosions dans tous les sens. Waouh, là ça en jette, ça en jette. Mais malheureusement, c'est totalement scripté cette séquence, hein. C'est-à-dire on ne fait rien. Pendant 10 minutes, tu ne fais que avancer. Il n'y a pas de combat, tu fais que avancer et ouvrir des portes. Il n'y a rien quoi. Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? C'est comme le début du jeu avec Léon finalement, quand on est dans l'espèce de manoir et qu'on ne fait rien pendant 20 minutes. C'est pareil, le début du jeu avec Chris il est pareil. Tu fais rien pendant 15 minutes, si ce n'est regarder la beauté des décors, la beauté de l'environnement chinois. Effectivement, c'est joli. Mais c'est juste joli, quoi. Au niveau du gameplay, tu ne fais rien. Ludiquement, ça n'apporte strictement rien. C'est quand même dommage. C'est quand même dommage. Donc bref, au niveau de la technique, bah, je vous l'ai dit, il y a du bon, il y a du moins bon. On peut pas dire que le jeu est moche, mais là où RE5 et même RE4 en son temps étaient des baffes absolues, vraiment, mais des baffes atomiques dans la gueule, RE6 ne l'est plus. Et je pense d'ailleurs que si RE6 avait pu proposer, si Capcom avait pu proposer un jeu qui était, on va dire, bien plus beau qu'RE5, où ça aurait vraiment été une nouvelle claque, mais je pense qu'il aurait eu des meilleures critiques, vous savez quoi, je pense que les joueurs l'auraient mieux accueilli. Voilà. Parce que mine de rien, les Resident Evil, ça a toujours été des claques. Dès le premier. Et oui, dès le premier. Resident Evil sur PlayStation, même si aujourd'hui il pique les yeux, dites-vous bien qu'à l'époque, c'était du jamais vu. Sur console, personne n'avait jamais vu ça. De la 2D précalculée aussi détaillée, c'était du what the fuck en puissance.
Et je parle pas évidemment de tous les autres points forts comme l'ambiance et tout. Le scénario mature, on avait jamais vu ça également. Il y a plein de trucs, hein, les zombies et tout, wow, truc de ouf. C'était une claque. Le 2 pareil. Le 2 c'était une claque, il a complètement repoussé les limites des images en 2D sur console, sur PlayStation. Une claque totale quoi. Aucun jeu d'ailleurs n'a fait plus beau que RE2, hein. C'était du niveau de FF8. Hein. Pareil, FF8, FF9, c'était ce qui se faisait de mieux en termes de niveau de détail dans des images 2D quoi. Et là on est dans RE6 et malheureusement on a un jeu qui est équivalent, voire parfois moins joli qu'RE5. Et c'est encore un problème, c'est encore un problème supplémentaire, bien sûr, bien sûr, bien sûr. Je vous ai pas parlé de l'IA des ennemis. Je vous ai parlé de l'IA de notre collègue, ok, voilà, qui fonctionne à peu près correctement, on va dire. Alors, il y a un truc qui est drôle, mais je m'en suis jamais servi. Hein. C'est en laissant appuyer sur le bouton B, on peut donner des ordres, grosso modo. On peut soit remercier notre collègue, ou lui dire de nous suivre, ou lui demander d'attendre ici, bref, une espèce de petite panoplie de commandes. Mais franchement, ça sert à rien. Je m'en suis jamais servi. Voilà. D'abord, ça prend trop de temps, quoi. Le fait de laisser appuyer sur le bouton B, puis après de trouver le bon bouton pour le remercier ou pour lui dire d'aller à tel endroit ou de nous suivre, ça sert à rien. Et puis de toute façon, on s'en fout, parce que de toute façon, il nous suit. Il nous suit et il attaquera les mobs automatiquement. Donc ça ne sert à rien, quoi. C'est un truc... Non, je m'en suis jamais servi de ça. Voilà. Ça donne lieu à des petites émotes assez sympas, hein, du genre il te fait un pouce vert, c'est rigolo, hein. Pouce vert. Ça m'a fait rire, mais sincèrement ça ne sert à rien. Ça sert à rien. Mais sinon, donc l'IA des ennemis, pour le coup, elle est correcte, mais par contre, elle est classique. Par contre, là, ce que je veux dire, ce que j'ai pas encore dit, tiens, et ce que je voulais dire aussi, c'est que, mon Dieu, qu'elle est scriptée. Que cette IA est scriptée. Vous allez me dire, dans la plupart des jeux du genre, l'IA est scriptée. C'est-à-dire qu'elle va arriver toujours au même moment, enfin, du même endroit, et qu'elle fera les mêmes choses au même moment. Oui, c'est vrai, c'est normal, tous les jeux ont comme ça. Le script, c'est pas parce que c'est scripté que c'est forcément mauvais. Je suis pas en train de vous dire ça. Mais là, souvent, ça a été mal fichu. Peut-être que là, je vous mettrai une scène de ce que j'appelle les bugs script. C'est-à-dire que souvent, les ennemis ne vous verront que quand vous serez dans leur cercle d'aggro. On pourrait appeler ça si on était dans un MMO. C'est-à-dire qu'en gros, ils ont un cercle d'aggro qui doit être de quoi, genre 6-7 mètres. Parfois, c'est pas toujours, mais parfois. Et si on n'entre pas dedans, ils nous verront pas. Vous voyez? Et des fois, on est en dehors du cercle, et même s'ils nous voient, si on est devant eux, et même des fois si on les canarde, si on tire à côté d'eux, ils nous verront pas. Ils nous entendent pas, ils ne nous voient pas. Leur script finalement ne se déclenche que quand on sera à une certaine distance. Et ça m'est arrivé 5-6 fois. C'est pas normal, quoi. Sans déconner, c'est quoi ces méthodes? Excusez-moi, c'est bizarre, quoi. C'est bizarre, et ça se voit, c'est comment dire, encore une fois, ça c'est l'exemple, vous voyez, de ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire que le jeu a été fait pour courir tout le temps, vous devez tout le temps avancer, vous devez tout le temps canarder quand vous voyez des ennemis. Vous devez pas jouer comme un mec comme moi qui va s'arrêter tout le temps pour regarder le décor, qui va s'arrêter tout le temps, qui va faire attention, qui va avancer doucement, parce que c'est là qu'on voit les bugs. Vous voyez, les bugs de script notamment. C'est là qu'on voit des choses qui ne vont pas, parce que c'est pas un jeu qui a été fait pour ça. Il n'a pas été fait pour jouer de façon... comment dire, prudente. Non, faut foncer dans le tas, faut avancer, boum, 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 boum. C'est ça RE6. Le choix de Capcom, tout simplement. Alors, je vous ai pas parlé des compétences également, décidément. Donc, les compétences, c'est les points d'habileté. Vous l'avez certainement remarqué quand on tue des ennemis ou alors quand on détruit des caisses. On peut ramasser deux trucs, c'est soit des munitions pour une de nos armes, soit des points de compétence, 50, 100 ou 150. Donc en fait, c'est quand on termine un chapitre, on va pouvoir donc choisir des nouvelles
des nouvelles skills, des nouvelles compétences qui valent quand même super cher. Hein. C'est assez hors de prix. Et donc ça va augmenter par exemple la puissance des armes à feu, ou ça va augmenter notre puissance au cac, ou ça va nous protéger un petit peu mieux des balles. Ou alors on va être plus puissant face à tel type d'ennemis, genre des zombies ou tel type de javos, bref des choses comme ça. C'est pas génial honnêtement, c'est pas extraordinaire, surtout qu'on ne peut en avoir que 3 simultanément. Hein. Le maximum c'est 3. Mais il n'y a pas de grosse différence en fait quand on l'a ou quand on l'a pas, moi je trouve. Hein. Donc c'est vraiment quelque chose d'anecdotique. On a l'impression que c'est un gros truc parce qu'on ne cesse de ramasser des points d'habilité du début à la fin. Et finalement, au début on se dit que c'est bien, mais ça n'a pas tant d'incidence que ça. Bof, bof, bof. Et quand on finit les 4 campagnes, on a accès aux compétences des munitions infinies pour telle arme. Voilà, le revolver, le fusil à pompe, le magnum, le sniper. Mais il faut l'acheter, hein. Et c'est arme par arme, donc c'est assez abusé, quoi. Mais donc ça permet d'avoir les munitions infinies. Sauf qu'excusez-moi, mais à quoi ça sert de prendre les munitions infinies une fois que tu finis le jeu et que donc tu veux le refaire? Je comprends pas bien, hein. C'est pour ceux, j'imagine, qui veulent refaire le jeu en mode extrême, en mode super hard. Mais même en mode hard, prendre les munitions infinies, sincèrement, c'est te casser le plaisir. Je comprends pas bien l'intérêt du machin. Comprends pas. Écoutez, je crois qu'on en a fait le tour. Donc, il est temps d'en venir, je ne sais plus parler, d'en venir à la conclusion. Vous avez compris, c'est pas mon truc. Objectivement, je peux reconnaître que Resident Evil 6 est un jeu correct. Il est correct, surtout si vous y jouez en coopération, que vous vous branlez complètement du scénario ou de la mise en scène ou de tout ça. Non, vous jouez uniquement pour les gunfights avec votre pote et pour délirer avec votre pote. Alors là, ok, c'est correct, vous pouvez éventuellement vous amuser, même si là, je pense que vous aurez quand même des séquences qui vont vraiment vous lourder. Réellement, bon, mais ça peut passer. Après, en ce qui me concerne, pour ma part, c'est mauvais. Je ne me suis pas amusé. Et encore une fois, je ne veux surtout pas que vous mettiez ça sur le compte du fait que c'est un Resident Evil ou que j'avais des a priori. Je vous assure que non. Mais vraiment, c'est... Ou encore que ça ne soit pas un survival horror. Mais non, je m'en fous. Vous savez, je vous l'avais déjà dit dans un précédent test de la série, il n'y a que le premier Resident Evil qui est un survival horror, d'accord? Il n'y a que le premier. Dès le second épisode sur PlayStation, en 98, ils étaient déjà passés à un truc, à une fusion entre le survival horror et l'action, d'accord? C'était presque plus action que survival horror. Dès le second épisode, dès le second. Donc c'est pas ça qu'on reproche. Je pense que la plupart des détracteurs de ce RE6 ne reprochent pas ça. C'est que même en termes de jeu d'action, il y a vraiment des choses qui ne vont pas et des choses qui sont incompréhensibles et inacceptables aujourd'hui. C'est ça qu'on reproche, d'accord? Et c'est pas qu'il se soit complètement dissocié de l'esprit originel de la série. Et ça, je veux vraiment que vous le compreniez. Si le jeu m'avait plu, si j'avais eu du fun, je vous le dirai, vraiment je vous le dirai, là ça me ferait même plaisir de vous le dire. Mais non, ce n'a pas été le cas, ça n'a pas été le cas. Tout simplement. Allez, on s'arrête là, je suis désolé, cette vidéo est vraiment partie dans tous les sens. Finalement elle est un petit peu à l'image du jeu, hein, quand on réfléchit, parce que le jeu part dans tous les sens, là, et la vidéo du Hooper c'est pareil, elle sera partie dans tous les sens. La logique est respectée. On peut espérer tout de même du prochain épisode de Resident Evil 7 un reboot, peut-être, du renouveau dans la série. Ça ferait pas de mal honnêtement. Après un 5e et un 6e opus qui sont des espèces de copies-collées du 4e en moins bien. Faut quand même le dire, quoi, sans déconner. Putain, quel est le meilleur? Quel est le RE en TPS le plus réussi? C'est le 4e, quoi. C'est celui qui était sur la génération précédente. Sans déconner. Alors, évidemment, de notre côté, il faut comprendre Capcom. Hein. Bah oui. Quel est l'épisode le plus vendu? C'est le 5e. C'est le 5e. Et oui, l'épisode le plus controversé.
est également l'épisode le plus vendu. Il est logique que Capcom ait fait de RE6, contrairement à ce qu'ils avaient annoncé au départ, parce qu'au départ ils voulaient vraiment faire un reboot, hein. Ça je vous l'ai déjà dit aussi, hein. Ils voulaient faire un reboot, mais quand ils ont vu les chiffres de vente stratosphériques du 5ème, ils se sont dit, attendez les mecs, on n'est pas cons. Ben non, ils sont pas cons, non. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ben, le 6ème, c'est un RE5 bis, ce qui est logique. Mais bon, étant donné que très certainement que le prochain Resident Evil sera sur nouvelle génération, ça on peut le penser, on peut se dire que du 109. Moi je pense il faut du 109 maintenant, voilà. Capcom, il faut faire des véritables changements, il faut faire des modifications majeures. Parce que je vois le coup arriver qu'à recette sera toujours une espèce de TPS comme ce qu'on voit là, sauf que ça sera plus joli. Aïe aïe aïe. Et ce qui me fait dire ça aussi, c'est que les personnages de cet épisode ont clairement été, comment dire, leur background a été fait de manière à ce qu'on puisse les revoir plus tard. Notamment Jake et Sherry. Pour moi, c'est flagrant. Jake, je pense que c'est un personnage qu'on reverra dans les prochains Resident Evil. Alors, peut-être des spin-offs ou peut-être les principaux, je ne sais pas, mais on le reverra, Jake. Ah ouais, oui. C'est celui qui a le plus gros potentiel. C'est celui qui a l'histoire la plus intéressante à raconter. Surtout que là, il nous raconte que dalle, hein. On sait pas du tout... On ne sait rien du tout de Jake. C'est quand même le fils d'Albert Wesker, hein. Et on ne sait rien, si ce n'est que c'est le fils d'Albert Wesker et que c'est un mercenaire. Voilà, et qu'évidemment il a un sang spécial, ce qui est logique, c'est le fils de Wesker. C'est tout, on ne sait rien. Capcom là, ils ont gardé tout, quoi. Tout le background de Jake, ils peuvent vraiment développer tout ça dans le futur, quoi. Et Sherry, pareil, même si Sherry on la connaissait déjà, je trouve qu'il y a des choses avec elle, mais c'est surtout Jake. Gros potentiel, je pense, avec Jake, et je mets une patte à chaton, je parie une patte à chaton qu'on retrouvera Jake dans le futur, je pense. Maintenant, j'espère que ça sera dans un reboot, dans quelque chose qui proposera un vrai renouveau de la série. Mais ça, par contre, ça, j'y mets pas une patte de chaton, pour le coup. Une bonne grosse papate, du bon gros châteaunou qui fait des petites oreilles, mais également un petit museau. On a dit, oh que oui, il fait la petite truffe. Bon allez, je deviens fou. On s'arrête là. Je vous dis bye bye et à la prochaine.